porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 51. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Mais cette fois-ci, on va parler bien évidemment de Star Wars, qui est devenu un peu le marronnier de l'année, puisque maintenant il y en a un par an. Donc on n'a plus besoin de chercher de sujet. On sait très bien que en décembre de chaque année, il va y avoir un Star Wars. Je suis Daniel Andreev, et à mes côtés, j'ai deux haters professionnels, Stéphane Boulet et Quix. Et en plus, on aura un invité spécial. Oui, c'est la première fois qu'on arrive à 4 personnes dans After Eight. C'est vrai. On reçoit Pascal Sontag, qui est un ami de la maison, un ami du show et un Star Wars-ologue préféré. Et pourquoi on a pensé tous à inviter Stéphane pardon. Pascal. Pourquoi est-ce qu'on a tous pensé Stéphane, lui, il s'invite, hein, il vient, on lui demande même pas de venir, il s'incruste. Pourquoi on a pensé à inviter Pascal ? C'est parce que c'est sans doute celui qui dit du bien de Star Wars le plus intelligemment possible, alors que parfois il y a des moments où, on l'a bien vu lors des précédents Super Ciné Battle consacrés à Star Wars, on n'est pas toujours d'accord. Lui, il arrive à maintenir une espèce de bonne foi et en même temps un espèce de recul. Il est fanboy sans être débile. Et donc c'est pour ça que qu'on l'aime beaucoup, nous. C'est très antinomique quand même ce que tu dis. Tu veux dire que Pascal, c'est la raison et la maturité en fait quelque part. Et je le dis d'autant plus qu'il me regarde et je lui ai dit attends parce que d'abord on va passer à nos news puisque d'abord qui veut se lancer ? Allez, Benjamin François. Allez, bah écoute, moi... Déjà dit bonjour à nos auditeurs. Ben bonjour les auditeurs, bonjour Daniel, bonjour Pascal, bonjour Stéphane. Bonjour. C'est un épisode bordélique. C'est un petit peu. Et moi, voilà, tu sais que j'ai cette espèce de trouble obsessionnel compulsif qui fait que quand je me lance dans une série de jeux vidéo, j'ai envie de les faire dans l'ordre et de commencer par les premiers épisodes. Donc ça me l'a fait avec Dragon Quest, ça me le fait avec Fire Emblem, et je me suis dit, j'ai envie de jouer à Yakuza. Et ça tombait bien parce que j'ai Yakuza 1 et 2 sur PS2 qui sont sur mon étagère depuis perpète alors que j'ai même plus la console. Donc j'ai joué au premier Yakuza, donc version PS2, même pas à Kiwami parce qu'il faut une PS4 et je n'ai pas de PS4. Et c'était très intéressant. Alors je sais pas, il paraît que la version occidentale est un peu censurée par rapport à la version japonaise. Daniel, tu dois être en mesure de me le confirmer ou non. Carrément, il y a plein de détails qui y sont pas. Alors et qu'est-ce qui surtout, manque c'était il y a des minigames qui manquent. Il y a, je crois que les host games, je suis pas sûr qu'ils y étaient vraiment tous dans le premier Yakuza, mais en tout cas, il y a les minigames ont été enlevés pour la plupart parce que ça prenait trop de temps à traduire. D'accord. Le Mahjong, évidemment, ils en ont fait. Ah oui, le Mahjong, il y en a pas. Ouais. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Et maintenant, sur les Yakuza Kiwami, là, ils font une full traduc, quoi. Ils laissent tout, ouais. Bah, du coup, je vais peut-être devoir le refaire sur PS4 quand j'aurai le PS4. Les gens veulent la full la full expérience. Surtout qu'en plus, moi, avec mon Yakuza occidental, j'avais des voix anglaises, quoi. C'était un petit peu une catastrophe, le doublage. En plus, ce qui est fou, c'est qu'ils ont dépensé un pognon monstre pour avoir des gros noms, parce qu'il y a Mark Hamill, il y a... C'est un obscur type. J'ai jamais entendu parler. Pas très connu. Mais il y a aussi Elisa Dushku et il y a surtout Michael Madsen, quoi, donc sur cette version anglaise. Mais le problème, c'est que ça colle pas du tout, quoi. Et surtout quand tu les vois qui parlent en anglais, mais qui conservent des mots genre Oyabun et tout le bordel. Enfin, ça n'a pas grand sens, en fait. Donc c'était un petit peu ridicule. Toi, t'aimes pas, toi? Bah non, moi je suis pas fan, j'aurais préféré avoir la version japonaise avec des sous-titres. Moi j'aime bien quand ça fait San, quand ça fait Kun et Oyabun. Moi j'aime bien les titres. Ouais, mais moi ça me pose un peu un problème quand même, ça fait une traduction à moitié quoi. S'il dit juste chef, ça m'ennuie aussi, hein, tu vois. Ouais, bah moi j'aurais préféré avoir la version japonaise avec des sous-titres. Et il paraît que normalement le 2 est comme ça. Donc dans le 2 j'aurai les voix japonaises. Donc voilà. Attends, Kiwami 2 sur PS4, c'est le même en mieux, quoi. Ouais, mais j'ai toujours pas de PS4, donc tu vois. Et j'ai toujours Yakuza 2, je l'ai acheté il y a longtemps, donc faudrait peut-être que j'y joue. Putain, vous entendez ce mec, il joue sur PS2, il faut envoyer de l'argent, je sais pas, aidez-le, quoi. Mais j'étais aussi un peu déçu parce que je savais pas que en fait les jeux d'arcade Sega en bonus, ils y étaient pas dans le 1, qu'il faut attendre un peu et qu'ils arrivent plus tard. Mais en tout cas, là, il y en avait pas. Je peux aller en salle d'arcade et tout ce que je peux faire, c'est jouer à l'UFO Catcher. Donc j'étais un peu déçu. C'est déjà bien. Bah, c'était déjà bien. Au moins, l'expérience Shenmue est là. Ouais, et j'ai toi, pas conduit de papa Fenwick, hein, donc l'expérience Shenmue était pas complète. Mais j'ai quand même bien aimé, hein, ça passe si mal vieilli. Voilà. Et toi, papa? Écoute, moi, mon actus, c'est que j'ai terminé la série Punisher de Marvel sur Netflix.
puisque c'est les fêtes, j'ai craqué mon mois gratuit d'abonnement à Netflix. Je me suis fait un petit plaisir. Et voilà. Toi, Daniel, t'avais commencé, je crois, Punisher. T'en es où? Et j'étais épuisé quelques jours de la semaine et je me suis mis devant Punisher et je me suis réveillé au moment du 2e épisode. Et alors d'habitude ça me fait ça avec toutes les séries Marvel, mais là je me suis dit ça avait pas l'air mal au moment où je me suis endormi, c'est-à-dire vers la 10e minute. Et finalement je les ai revus. Et j'ai revu jusqu'à l'épisode 3 et je t'ai même envoyé un SMS pour te dire qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et ce moment-là. Ouais, je me rappelle. Tu confirmes? Oui. Et pour pas avoir à regarder le truc. Ah non, parce que je voulais pas regarder le truc non plus. Mais enfin, du coup, les séries Marvel, c'est des patchwork dans ma tête. Je me souviens de bout. Ouais, non, mais c'est... Mais du coup, elles sont beaucoup plus intéressantes dans ma tête que quand je les ai vues. Mais par contre, pour en avoir eu en tout 3 ou 4 épisodes, j'ai l'impression qu'on aurait tout pu mettre dans un. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ce que je vais dire. C'est C'est trop que allongé, moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les 3 premiers épisodes, honnêtement, tout ce qui est dit dedans, ça sert à rien. Tu pouvais le caser en 20 minutes, vraiment, et enchaîner direct avec l'épisode 4. Et le plus drôle, c'est que, de façon assez étonnante, ma femme a regardé, alors que, Marvel, elle connaît absolument pas, et puis même les trucs avec des pitchs comme le Punisher, je pensais pas que ça allait lui parler. Elle a regardé, elle a commencé l'épisode 4, elle a eu aucun problème pour suivre. Donc, mais il y a combien d'épisodes à cette série? 13. Ah ouais, donc ils sont repartis sur un format de 13 épisodes, ouais. où c'est toujours trop long sur toute leur série. 13 épisodes de 52 minutes, ça fait beaucoup. Déjà, Defenders à 8 épisodes, ça semblait long, alors là, 13, ils sont là retournés sur cette formule. Pour te spoiler un peu, le premier épisode dure 57 minutes, et t'as 57 minutes de Frank Castle qui pète des murs à la masse. Mais je mens même pas, hein. Daniel, tu confirmes? Alors, je me suis dit, il sait pas, lui, il a vu que 10 minutes. Joke, et du coup, non, et ensuite, j'ai revu, en fait, les épisodes. Du coup, les épisodes sont beaucoup plus intéressants dans ma tête, en fait. Mais du coup, je me dis, putain, quelle narration, putain, c'est Rashomon. Mais par contre, passer l'épisode 4, ça commence enfin à démarrer et enfin à ressembler à quelque chose. Alors, c'est assez étrange comme série, parce que c'est quand même une série Punisher où t'as des épisodes entiers où Frank Castle ne tue personne. Déjà, c'est très étrange. D'accord. Mais c'est pas inintéressant. Il y a des passages qui sont mortels, d'autres qui sont super chelous. Mais j'ai bien aimé le côté on essaie de faire un truc. Il y a des fois c'est assez bancal, d'autres fois où ça marche super bien. Et donc au final je suis pas mécontent. C'était assez bizarre. Mais je trouve que c'était vachement. Voilà, traiter un personnage du Punisher dans l'Amérique de 2017, c'est déjà super casse-gueule de base. Et je trouve que le lancement originel de Punisher aurait dû se faire quelques semaines avant, et il devait faire les grosses annonces au moment du Comic-Con de New York, Las Vegas, mais il y a eu la tuerie de Las Vegas une semaine avant, et ils ont fait c'est ce que je disais aussi, c'est que le problème c'est que si tu repousses une série comme ça à chaque fois qu'il y a une tuerie, en fait tu la diffuses jamais. Et aux États-Unis, c'est sûr. Aux États-Unis, bah oui. Justement, il y a eu un mini scandale parce que le jour des 5 ans de la tuerie de Sandy Hook, Trump a rien trouvé de mieux que non seulement même pas tweeter sur le sujet ou même pas faire de déclaration sur le sujet, et en plus inviter le boss de la NRA à la Maison Blanche. Oui. Et alors oui, effectivement, c'est ils doivent du fêter Trump, des hein, trucs, je sais pas. c'est genre rien à branler, c'est même plus de la maladresse, c'est qu'il en a rien à foutre. Mais moi je me disais en même temps, si tu veux choisir un jour qui est pas l'anniversaire d'une tuerie, bah ça devient compliqué de nos jours. Oui, ça devient compliqué, voilà. Et du coup, voilà, enfin, The Punisher, c'est pour ça que. Et c'est assez étrange parce qu'ils adressent le problème, mais ils adressent dans la série, mais ils adressent le problème d'une façon assez mesurée, j'ai trouvé. C'était assez bizarre. C'est-à-dire que tu vois, il pose clairement le problème, et puis il parle de terrorisme de blanc aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est-à-dire que t'as du terrorisme, mais pour une fois, c'est pas du vilain berbu qui vient du Moyen-Orient. Ils prennent le problème frontalement, mais ils osent pas y répondre, tu vois. De ce côté, genre, on pose la question, on pose le problème, ils sont pas encore prêts pour ça. Voilà, on expose les faits, mais on n'est pas encore prêt pour clore le débat, quoi. Et alors certains y ont vu un truc pro-armes, et je trouve pas que ce soit si simple que ça, justement. Et je pense que peut-être le mérite que ça apporte, c'est que ce soit pas tout noir, tout blanc. Enfin, vraiment, ils posent la question, mais tu sens soit ils ont peur, soit ils ont pas envie d'y répondre, quoi. D'accord. J'essaierai d'y aller jusqu'au bout, mais en tout cas, ça a l'air mieux quand même que Defenders. Mais voilà, Defenders, t'as juste besoin de voir le premier et le dernier épisode. Mais en fait, t'as pas besoin de voir t'as même pas besoin de les voir. Mais là, j'ai bien aimé, mais c'est assez étrange en termes de rythme et tout, mais au final, j'ai assez aimé, mais c'est vrai que les 3 premiers servent strictement à rien, voilà, quoi, c'est comme Defenders, l'épisode où il casse la gueule à Iron Fist est quand même assez jouissif, ne serait-ce parce qu'il casse la gueule à Iron Fist.
Mais tu es un être mauvais, toi tu aimes voir souffrir. Il est les pas autres. genre prisonnier la moitié de la série en plus. Bah si, en fait. D'abord, il est prisonnier de ses alliés, et ensuite, il est prisonnier des méchants. Quel togard. Ah mais grave. Putain, quel pur super perso, ils en ont fait n'importe quoi. Et juste pour finir avec mon actu, c'est la fin de la saison, donc c'est la période où j'écris des tops, donc je suis en pleine production de mon top des comédies. Et ouais, Ta gueule, qui sera oh là là. publié normalement sur CRC. Et si papa se rebelle et montre une petite virulence à mon égard, c'est parce que T'as pas le droit, Daniel. c'est parce que je lui ai demandé de manifester de manière concrète mon esprit malade, et pour ce faire, bah, je lui ai envoyé des morceaux de films et je lui ai dit voilà, j'ai une idée en tête et il faut produire ceci. Et qu'est-ce que t'as à dire, papa? Je te hais. Voilà. J'ai vu que tu t'étais lancé dans une exploration du... Ne spoil pas, univers, ne spoil pas, je- ne spoil pas. Je pense que tu vas biper ce nom pour garder la surprise aux gens. Ah, il l'a tweeté, c'est trop tard. Ah ouais, mais personne ne savait, personne n'a Personne n'a fait le lien. rapprochement, là. Personne ne follow papa. Donc c'est Je la période biperai. des tops à écrire. J'aime bien écrire les tops en fait. Comme vous le savez, on a un autre podcast qui s'appelle Super Ciné Battle. Jamais On aime entendu, c'est faire bien. des tops. Tu sais, mais même par là, mon Luc, mine de rien, a pour finalité de classer les films de Luc. Hein. Alors, C'est un et je podcast voulais- à top. Avant de tout finir, je voulais aussi parler de Parle à mon Luc. Encore une fois, on s'est excusé dans Super Ciné Battle, je tiens à m'excuser ici. Et alors, il y a des gens, j'ai rencontré en vrai des gens qui ont dit ouais, mortel, Parle à mon Luc. Mais tu sais quoi, moi je l'ai vécu très mal en fait, ce Parle à mon Luc. Parce que j'ai vu ma vie défiler. Tu sais, je sortais de l'avion, j'étais mal. Mais pendant j'étais tout Jeanne fatigué d'Arc, et tout. T'es assez silencieux, Ouais. et les rares fois où tu parles, on sent le désespoir dans ta voix. Ouais, non, mais C'est au c'était bout de ta horrible. vie, hein, Et je- clairement. Ouais. Et je pense que j'aurais beaucoup plus de bonheur à avoir un... Non mais voilà, j'ai préféré Valérian, je pensais pas ça possible, mais je préfère revoir Angela. C'est vous dire à quel point je suis au fond du trou avec Jeanne d'Arc et je sais pas comment, je pensais pas que ça soit Oui, possible. Oui, mais Daniel, Parce vois le bon qu'Angela, côté au des choses. moins c'est nul, mais c'est drôle quoi, c'est un tel niveau nul. Et Là, ça ne dure pas 2h38. Ouais, mais il y a pas Daniel, il y a pas Pascal Voilà, Grégory. Il y a pas Pascal Grégory. Et c'est d'ailleurs, vrai. Pascal Grégory, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Honnêtement, moi j'aimerais bien Je inviter rappelle, Pascal j'ai Grégory compris. à un parle à mon Luc. Ah, je veux Pascal Grégory de chez nous. Hein, Et je sais pas s'il est encore ami avec Luc Besson, ça risquerait d'être la fin d'une amitié si jamais on arrivait à avoir Pascal Grégory, mais j'adorerais avoir Pascal Grégory. Par Ah ouais, contre, on moi ne aussi. regarde pas Jeanne d'Arc, hein. On est Non, d'accord fini, là-dessus. c'est fini. C'est ce que j'allais dire, Daniel. Vois le bon côté des un choses. montage de toutes les séquences. C'était Là, la on fait un dernière super fois. cut Pascal Grégory. Tu sais, juste Et- les passages avec Pascal et- Grégory, c'est tout. Et Ne la spoil pas, dernière je pensais chose le faire. que je tiens à dire, les gars, c'est je tiens à remercier tous les gens qui sont venus aux dédicaces que qui ont été organisées. Une à Toulouse et une à Paris. J'ai fait 3 heures de signature non-stop ce samedi. On enregistre dimanche pour la sortie de mon bouquin La légende Dragon Quest. Je tiens à remercier tous les gens qui se sont déplacés et qui ont affronté le froid. Je suis vraiment désolé d'avoir sorti ce bouquin en décembre. La prochaine fois, je vise l'été. Parce que on va être en Bermuda si possible. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait froid, mais vous avez affronté le froid. Merci encore. J'ai vraiment eu des gens adorables. Il y a même eu une bouteille. Il y avait un connard, je crois, dans le lot quand même, non? Il me semble, tu m'as dit. Hein. Ah non, je suis pas venu. moi. C'est le mec qui fout la Non, merde non. pour rien. Bah attends, tu rigoles quoi? Il y a eu. Et là, tu vas recevoir 200 si tu mails. parles de c'est le mec- Pouillot comme ça, je te tue. Et, Quelle et indignité, ouais, donc- monsieur Boulet. Quelle Et indignité. quelqu'un a offert une bouteille de rhum qui vient des îles pour notre camarade papa. Donc je vais m'empresser de te la ramener Oh là là. si tu veux, papa. Si tu aimes le rhum, bien sûr. Ah bah, moi, du moment que c'est alcoolisé, j'aime. Et les gars, maintenant qu'on a passé en revue, Et même pas un petit mot sur Jean-François Copé qui est venu se faire dédicacer son livre par toi. Non, mais attends les recos, mon pote. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Il est temps de passer à ce dernier épisode un On peu est de d'accord. l'année, puisqu'après Pascal, il a pas de ça va news. être un épisode top. Non, Pascal, il va avoir c'est notre guest d'honneur et on va lui parler tout de suite. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Star Wars épisode 8 est enfin sorti et on va vous annoncer tout de suite la couleur.
On va spoiler, évidemment. On part du principe que déjà beaucoup de gens l'auront vu. Ils seront allés à la première séance, comme d'ailleurs la personne qui est en face de moi, puisque on se partage le micro. Hein, n'est-ce pas, Pascal ? Salut. Effectivement, on se partage un micro et j'ai été effectivement à la première séance. Et alors, comment tu l'as vécu ? Bah, plutôt pas mal. Je me souviens en fait être sorti de là, autant sur l'épisode 7 que j'ai assez apprécié, j'étais sorti un petit peu foufou, un petit peu fanboy. Là, je suis sorti de là assez voilà, il y avait beaucoup de choses à digérer, beaucoup de trucs j'avais le sentiment d'avoir bien aimé, mais il a fallu que ça mûrisse pendant un jour ou deux avant que je réussisse vraiment à me rendre compte de si j'avais apprécié ou pas et dans quelle mesure. Alors, je vais faire un tour de table. Papa, dis-moi, où tu te situes sur l'échiquier Star Wars épisode 8 ? Eh ben écoute, un peu comme Pascal, sauf que moi j'ai un processus d'analyse beaucoup plus rapide que lui, n'est-ce pas ? Parce que forcément j'ai une intelligence supérieure. Mais putain, comment il traite notre invité, quoi. Chez les amis, c'est plutôt plus rapide, mais je comprends. non mais le sentiment qui décrit, c'était un peu mon cas, c'est-à-dire que je suis sorti de là, j'avais la conviction d'avoir plutôt bien aimé. Mais pas forcément dans quelle mesure, et effectivement je pense que c'est contrairement effectivement pareil à l'épisode 7 où j'avais bien aimé, point, ça s'arrêtait là. J'y ai repensé sur le chemin du retour, j'y ai repensé la soirée, enfin il y a plein de mécanismes qui se sont mis en place, et effectivement il y a beaucoup de choses à en dire, beaucoup de trucs qui fonctionnent pas du tout, mais au final c'est un épisode que j'ai bien aimé, Et Benjamin, à toi ? Eh ben, je me situe à peu près comme papa. Quand j'en suis sorti, j'étais assez content, mais il y avait quand même des choses qui m'avaient un peu dérangé. Donc voilà, je vais pas hurler au chef-d'œuvre ni à l'immonde merde. Je suis un peu au milieu. J'aime des trucs que le film essaye. J'aime des trucs que le film apporte à la saga. Et puis il y a d'autres trucs qui m'ont un peu plus gêné et qui m'ont fait lever les yeux au ciel dans une production à 250 millions de dollars. Mais de toute façon, on va en parler. Donc voilà, j'ai bien apprécié sans non plus être complètement fou du truc. Alors, juste pour être sûr, on va pas refaire le débat du 7, je suis le seul à détester l'épisode 7. Oui. J'ai l'impression, hein. Moi le 7, je le trouve sympa, même si trop similaire au 4. Alors, je vais juste dire que, au moins pour moi, l'épisode 8, ce n'est pas un fanfic comme a été le 7, quoi. C'est pas un enchaînement de petits MacGuffin, de petits... Oui, ça clairement. De petits plaisirs le Faucon Millenium, il est garé là, on va le prendre. Oui, et paradoxalement... Au moins, l'épisode 8 essaye d'être un film et de raconter quelque chose. On a tous préféré le 8 au 7, je pense. Enfin, moi, oui, je préfère pense aussi, le 8. Ouais. Et paradoxalement, c'est... juste pour dire, c'est que le 8 est beaucoup plus méta que le 7. Oui, je suis d'accord avec toi. Le 8 le 7 est super intéressant parce que il avait un poids formidable sur les épaules qui faisait qu'il devait réconcilier à la fois les fans de Star Wars qui avaient pas forcément aimé la prélogie, ceux qui l'avaient aimé, ceux qui aimaient bien la trilogie originale, et il devait réussir à faire tout ça en même temps. Il le fait, à mon sens, plutôt bien, en recopiant beaucoup les lignes du scénario de l'épisode 4. Bah, la 3e étoile de la mort, quoi. Enfin, voilà. Ouais, alors c'était vraiment le truc qui me... C'est pas le truc le plus smart, mais voilà. À mon sens, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes parce que c'est plus un miroir, parfois inversé, qu'une vraie recopie carbone de l'épisode 4, mais bon, c'est pas le sujet de l'émission. Oui, le 8 tente des choses et va dans différentes directions, donc forcément si le 7 t'avait un peu laissé sur ta faim d'un point de vue purement copie-coller, là t'aimes ou t'aimes pas, mais il tente des nouvelles choses. Alors tu parles d'inversion de prisme, mais clairement il y a aussi une inversion de prisme dans celui-là, puisque c'est le méchant qui est tenté par par le bien, le bright side, ouais. Par le bien, ce qui était déjà présent dans le précédent. Ouais, en fait, ouais, à chaque fois c'est ça aussi un peu toujours cette dualité. Il y a quand même un truc que j'ai trouvé assez intéressant, et en fait c'est finalement le méchant. En fait, pour moi, j'ai fait un no-ciné où no-ciné a bitché pendant 1 heure sur Star Wars épisode 8. Le truc que je trouve le plus intéressant dans cet épisode, c'est Kylo Ren. Bah, bien sûr. Évidemment. Ouais. Je trouve que c'est un super acteur. Je trouve que c'est un acteur qui est vraiment meilleur que le matériel qu'on lui donne à jouer.
il refait toujours un peu les mêmes. Du coup, il y a un peu les mêmes gags qui, genre les soldats qui reviennent pour faire ouais, non, on repassera plus tard. Ils l'ont refait un peu dans celui-là. Mais j'adore ce mec parce que je le trouve touchant, quoi. Il est toujours les larmes aux yeux. Il est toujours. T'as l'impression qu'il va basculer dans le côté du bien à tout moment et en même temps c'est un petit con. Et c'est même plus qu'un petit con. C'est plus qu'un petit con. Ouais. C'est plus qu'un petit con. Enfin, moi, ce que je trouve très bien là, c'est que oui, il est criminel aussi, ouais. C'est que c'est un pur méchant, c'est-à-dire qu'on lui redit, et c'était le propos aussi du set, on lui redit un nouveau Dark Vador, etc. Il prouve que non, c'est pas un nouveau Dark Vador, en fait c'est un véritable enfoiré jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sa souffrance, il choisit de l'accepter et de dépasser complètement son statut et ce qu'on attend de lui, et ça devient un salopard en tout état de cause, contrairement à Anakin qui subit son sort et qui chouine en pensant qu'il a été trahi machin. Lui pas du tout, c'est qu'à un moment donné lui il est face à deux choix, enfin c'est presque un personnage de Scorsese à ce stade là, c'est-à-dire que c'est le type, il est face à un choix, il fait bon bah je prends le choix des méchants, point, voilà, et il assume jusqu'au bout. Anakin est un peu écrasé par son rôle et par la destinée qui était censée être la sienne. Et alors que là, Kylo Ren, tu sens qu'il embrasse le truc, genre bon bah rien à foutre, allez, voilà, c'est moi qui vais finir par dominer, et puis c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie, quoi. Tu sens vraiment une différence dans l'orientation. C'est ça qui est intéressant parce que effectivement, comme tu dis, Anakin, on savait déjà ce qui allait se passer, on savait déjà qui il allait devenir, on savait déjà que ça allait devenir éclair. Donc quelque part, c'était pas si intéressant que ça parce que, enfin, personnellement, ça m'a jamais trop intéressé de savoir pourquoi les méchants deviennent des super méchants. Kylo Ren, je me souviens que sur l'épisode 7, beaucoup de gens avaient dit ouais bon c'est une espèce de démo, de gamin émo, on s'en fout et tout. Moi je trouvais ça super rigolo et super intéressant précisément de prendre quelqu'un qui est pas fini aussi bien sentimentalement, psychologiquement et au niveau de son entraînement de la force pour en faire le méchant. Parce que voilà, le mec pète des câbles dans l'épisode 7 comme un ado, il hésite. Bah là encore, hein, il pète des câbles sur la fin, tu le sens bien, quoi. Ouais, mais il le fait un peu, tu sens que ça se durcit un petit peu, tu sens qu'il est tout à fait. Un petit peu plus, voilà. Et dans l'épisode 7, il montre qu'il hésite à basculer du côté clair, ce qui était un truc qu'on n'avait jamais vu dans la série Star Wars. Il y a toujours la tentation du côté obscur, c'est toujours le grand truc qu'il faut absolument éviter. Là, c'était l'inverse. On avait un gars qui était clairement du côté obscur, mais bon, quand même, il hésitait un petit peu. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir donc je reviens à cette idée de miroir un petit peu inversée. Une espèce de mec, de fanboy de Dark Vador, effectivement, on a décrié le côté, ouais, c'est des fanfics, c'est des cosplayers. Ouais, mais sauf que dans l'épisode 8, il aboutit à quelque chose de beaucoup plus mature, beaucoup plus construit, où il a encore des tentations, encore voire même des possibilités de faire quelque chose une sorte de troisième voie, ce qu'il propose à Rey après donc on spoil, hein, c'est pas ah non, ouais, de toute façon là, ouais. Après la mort de Snoke, il propose quelque chose qui a des réminiscences avec ce que propose Vador à Luke avec l'Empereur, mais tout à fait, on est sur des propositions qui sont en termes de jeux de cartes sont complètement redistribués et qui finalement ont pas grand chose à voir parce qu'il est en train de le dire, on wipe tout et on fait quelque chose d'autre. Et c'est super intéressant. Et effectivement, je suis d'accord, le personnage est charmé et super intéressant là-dessus. Mais d'ailleurs, tu dis, on wipe tout et on repasse depuis le départ. Enfin, pour moi, l'épisode 8, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un film... Oui, on va y venir, oui. Ouais, c'est un film qui prend tout ce que faisait Star Wars, qui le réduit en poussière et qui à la fin, fait, ok, à partir de maintenant, on est reparti sur des nouvelles bases. Et c'est peut-être, pour moi, la principale limite du film, c'est-à-dire que ça aurait dû être l'épisode 7, en fait. Quelque part. Alors... mais vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Enfin, tu vois, ce côté, voilà, ce côté, on reprend tous les trucs, les uns après les autres, et puis après on les détruit, et puis pour reconstruire quelque chose de nouveau et faire une base qui est complètement clean. C'est-à-dire que l'épisode 9, en fait, on va repartir sur un truc, on est presque face à l'inconnu, quoi. Quelque part, enfin moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que il casse le doudou transitionnel, mais il le casse à dessein. Et parce que c'était nécessaire. À tel point que le mec lui fait, écoute, ton casque, il est ridicule. Oui. Il faut que tu pètes le casque. Et c'est vraiment un truc vraiment symbolique de,
Il oui, brille son exactement. casque. Et alors, j'ai une pensée pour tous les mecs qui se sont ramenés en casque de Kylo Ren au cinéma. Ils portent le casque, ils regardent le film et puis on lui dit ton casque il est ridicule, t'as acheté ton jouet pour rien. Et j'ai une petite pensée et moi, pour, moi, je, pour tous moi, les je trouve ça fanboys. génial et voilà, c'est vraiment le film te dit maintenant les gars faut grandir 5 minutes. Star Wars c'était Star Wars, maintenant on fait quelque chose d'autre. Et justement on parlait de Blade Runner en coulisses, mais c'est la même opération avec moins de finesse, mais c'est la même opération que ce que fait Blade Runner 2049. Un des sujets de Blade Runner 2049 c'est le culte voué au premier Blade Runner et comment est-ce qu'on le détruit pour aller de l'avant. Là c'est exactement la même opération qui est effectuée dans ce film-là et c'est ce qui explique aussi que tellement de monde a détesté parce que oui, le film il tend quand même un doigt d'honneur aux gardiens du temple. Mais justement, c'était le moment de leur tendre un doigt. À tel point qu'il crame le temple dans celui-là. Oui, et exactement. d'ailleurs, il parle des Jedi comme d'une religion et comme d'une religion défunte. Et c'est très bizarre d'ailleurs. Oui, mais l'esprit Jedi perdure. C'est ça qu'il veut dire, c'est que faut se débarrasser du folklore. En fait, ce qui compte, c'est l'esprit. Et justement, c'est aussi ça le destin de Rey en fait. C'est que on évacue plein de trucs pour montrer que ce qui est important, c'est son lien à la Force plus que son éventuelle filiation qui n'est pas là quoi. Moi, j'y ai presque vu un commentaire méta, en fait. Pour moi, bien sûr, les vieux écrits Jedi, pour moi, c'est tout ce qui était l'univers étendu avant l'épisode 7. Et donc, le fait de le faire brûler, là, c'est dire, vos vieux trucs, là, c'est bien gentil, mais c'est pas grâce à ça que les Jedi survivent. Et maintenant, on part sur autre chose. Et en fait, pour aller plus loin dans ce que tu dis, en fait, moi, j'ai l'impression que, alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai l'impression que le réalisateur, Rian Johnson, il a pas tellement aimé les orientations qui étaient prises par le 7. Il a trouvé que c'était trop feignant. Il chie dessus, oui. Et en fait, il détruit tout ce qu'a mis en place le 7. C'est ça qui est génial, c'est qu'il dit ouais, Snoke en fait c'est une idée de merde, hop on s'en débarrasse. Le casque de Kylo Ren, ouais en fait c'était vraiment Dark Vador du pauvre, hop on s'en débarrasse. Et même ce qui est génial c'est que le MacGuffin du premier film c'est quand même le sabre laser de Luke. Et là qu'est-ce qui se passe, première scène, elle lui tend et il le jette au-dessus de son épaule, j'en ai rien à foutre. Oui. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et pour moi c'est Rian Johnson qui dit à J.J. Abrams bon ton truc c'était bien gentil mais moi j'ai envie de faire un film qui part d'autre chose quoi. Mais c'est complètement ça. L'épisode 7 devait réconcilier, comme j'ai dit tout à l'heure, réconcilier beaucoup de choses, réussir à s'acheter en fait une sorte de voilà, il devait se positionner comme un doudou transitionnel, il pouvait pas faire beaucoup autre chose que ça en fait. Ouais. Il le fait bien, et à ce niveau-là, je trouve qu'il le fait bien. Et c'est pour ça et j'ai bien aimé ce film à cette hauteur-là. Le truc c'est que l'épisode 7 savait exactement ce que les fans de Star Wars voulaient dans leur canon. Et du coup, ils l'auront donné. Et du coup, ça a plu ou non. Et on a les critiques que c'est la même chose que l'épisode 4 et tout. Et c'est loin d'être injustifié. L'épisode 8, c'est très bien aussi tout ce qu'on attend de l'épisode 8. Et il fait absolument pas ce qu'on lui demande. Ouais, exactement. Effectivement, il pète la gueule. Comme vous avez tout dit, il pète la gueule au casque, il pète la gueule à la religion Jedi, il pète la gueule à tout globalement. Il fait des vannes alors d'un style qui sont pas vraiment exactement le c'est pas très subtil qu'on a dans le c'est très Guardians of Galaxy mais voilà c'est de l'humour Marvel, c'est mais pas tellement de l'humour Star Wars. C'est pas trop l'humour Star Wars, c'est surtout ça. Et même quand il va convoquer des fétiches de l'épisode 4, je pense au lait bleu, le fameux lait bleu là qui boivent, et là il te le montre, il te le sort d'une espèce de baudruche dégueulasse, et c'est atroce, marin qui va, mais oui, mais c'est fait exprès. Oui. Mais bien sûr c'est fait exprès. En plus, mais la réaction de Rey de toute façon elle est là pour le public quoi. Ouais, et voir Luke qui boit ça goulûment avec son sourire en coin, c'est clairement il y a un côté alors tu voulais vraiment savoir d'où ça venait. Il y a clairement une jubilation à aller écraser les jouets, à aller péter la tête de ces figurines et pour effectivement, je suis d'accord avec vous, repartir sur autre chose. Et je pense que c'était compliqué cet épisode 8 ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas eu l'épisode d'avant qui permettait de faire une espèce de jointure entre tout ce qu'on a pu penser de la prélogie, les vieux acharnés des épisodes 4, 5, 6 et une nouvelle entreprise aussi bien cinématographique que commerciale par Disney. Et là, effectivement, Rian Johnson, il est en conscience de ça. Et pendant tout le film, il y a une double dimension, effectivement, purement diégétique, qui, je trouve, fonctionne très très bien. Et un peu méta, de discours sur Star Wars et sur ce qu'il veut faire après. Alors, elle est tellement méta, je me permets,
que c'est un film qui se termine par des gamins qui jouent aux figurines Star Wars. C'est vraiment... Oui, c'est vrai. Le message est adressé. Oui, mais ils les ont fait eux-mêmes. Oui, Donc, oui. on peut pas soupçonner Disney. Alors, non, mais Donc, ça va. Sache que sans doute Non, mais les c'est vrai, figurines Star Wars copyright. sont aussi faites par des enfants en Chine, hein, donc finalement quelque part, c'est pas très éloigné de la réalité. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a ce moment où Star Wars décide d'avoir un message social. Et je crois que c'est vraiment la deuxième fois, en fait, puisqu'il y a eu les parents esclaves d'Anakin. Là, vraiment, il y a le message social, c'est ils sont sur une planète qui ressemble un peu à Dubaï. Oui, c'est vrai. Une espèce de C'est Dubaï, Abu Dhabi de l'espace. C'est Monaco, oui. Enfin, c'est ce que tu veux. et avec des gens qui vendent des armes. Et il y a un moment, il prend des jumelles, c'est la nuit, il prend des jumelles, et c'est des jumelles qui pointent, et c'est incroyable, c'est les jumelles, je les appelle des jumelles Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elles pointent directement les injustices. Et là, il prend les jumelles, et il voit tout de suite les enfants qui sont en train de se faire taper, genre, direct, il voit les enfants qui se font taper, et hop, un animal qui se fait taper, parce que non seulement il tape les enfants, Mais et ça, c'est aussi parce les qu'il animaux. pointe vers l'endroit où il tape les enfants et il maltraite les animaux, c'est pour ça. Oui, c'est un objectif magique. Et ouais, alors, je voulais juste revenir, c'est que vous parliez des choses qui sont vraiment illégales dans ce film. Le passage à Dubaï où ils vont chercher un mec spécialiste de code qui finalement ils le trouvent pas et ils repartent. Ah bah la c'est facilité un peu scénaristique là, C'est l'arc un peu faiblard, ouais. Ah Ouais. C'est Finn en dommage fait parce sert que- pas à grand chose en parce fait. que Finn aurait pu être vraiment Ouais. mieux utilisé. En Ça, je plus, suis il se d'accord. retrouve en costume impérial. Donc, et alors, on avait pu faire genre, oh non, j'y retourne. Il y a un vrai truc et ils l'ont pas utilisé. C'est pas très intelligent, quoi. Alors papa, tu dis que Finn sert pas. Pardon. Vas-y, juste terminer sur ça. Papa dit que Finn sert pas à grand chose, mais c'est pire que ça. C'est que Finn il part dans une mission suicide qui au final ne sert à rien. Oui, mais, C'est mais que- ça à la rigueur, moi je trouve ça super intéressant. Justement, moi ce que j'aime, c'est qu'ils arrivent, ils vont Allez, je jusqu'au trouvais ça bout de bien, leur hein. plan et ça foire complètement. Ouais, Et ouais. le problème, c'est que la dimension tragique de ça, finalement, est vachement sous-exploitée en fait. Et en fait, et pendant tout le long de sa mission, tu sais pas bien où est-ce qu'ils vont. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu comprends pas trop le truc. Ils tombent sur le mec en tôle. Enfin, Deus Ex Machina. Enfin, vraiment, il y a un Déjà, côté. Tu comprends Très, pas comment voilà. ils font pour partir sans que le First Order s'en rende compte. Genre bon bah Et nous on combien va de temps s'en ça aller. dure aussi? Tu sais pas combien de Enfin, temps ça dure. Tu sais pas comment ils reviennent et comment le First Order Ouais. s'en rend pas compte une fois de plus. Enfin, L'unité de temps est j'ai complètement eu- pété en fait. J'ai énormément de problèmes avec cette scène de poursuite interminable où finalement t'as des gens qui partent et qui reviennent et le First Order s'en rend pas compte quoi. C'est vraiment très très bizarre. Effectivement, t'as raison. C'est un arc qui sert pas énormément, mais je te rejoins, papa, sur le fait que ça pourrait être intéressant que justement cette tentative de la dernière chance fonctionne pas. Et c'est vrai que dramatiquement, ça marche moyen, ils l'exploitent pas, alors que au début. Ils prouvent qu'ils savent te scotcher sur un truc un peu important avec le bombardier là et la séquence, Ouais. toute la séquence d'ouverture où on connaît pas encore les personnages et putain t'en as quelque chose à foutre de cette nana alors que tu sais. Oui, tu c'est la ça, verras plus exactement. jamais. Ouais. Ouais. Et t'en as vraiment quelque chose à foutre à ce moment-là. Et ouais, effectivement, cette séquence-là, tout cet arc-là, ça sert pas à grand-chose. D'une manière générale, le personnage de Rose me semble un peu bof. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, si, bah. je la trouve. Elle est En fait, un peu nulle. Elle sort des punchlines un petit peu niaises. Elle sert. Enfin, je trouve qu'elle sert pas à énormément de choses à part faire avancer l'intrigue de manière chaotique. Bah c'est ça. En fait mon problème avec Rose c'est que c'est un perso Deus Ex Machina. T'as l'impression qu'elle sait déjà tout quoi. Qu'elle sait ce qu'il faut faire et c'est elle qui fait avancer le scénar. Parce que Finn tout seul il s'en sortirait pas. Et c'est le souci que j'ai avec Rose en fait. Elle sert juste à renforcer. Elle sert à montrer que Finn est jamais à l'abri de se barrer au moindre problème et de se barrer comme un gros lâche parce que globalement c'est un gros lâche. C'est un petit peu ce qu'on nous sert depuis l'épisode 7. Donc ça c'est intéressant, mais ça finalement d'aboutit à pas grand chose. Donc c'est c'est à l'arc un petit peu lame, plus le combat avec Phasma qu'on nous avait vendu. Non mais vous inquiétez pas. Ouais, qui est Phasma vachement reviendra. expédié, ouais. Bon, ok. Le combat est pas mal. Le Merde. combat est pas moche, mais C'est- bon, il la bastonne parce qu'il a eu la chance de tomber sur un ascenseur, donc c'est pas dingue, quoi. Puis Oui, ce c'est combat ça, qui ouais. suit une des scènes les plus grotesques du film, où en gros ils sont sur le point de se faire exécuter, d'un seul coup explosion, et tout le monde est mort, mais tout le monde, sauf eux deux. Sauf eux. Et là il y a Phasma qui revient avec d'autres soldats alors qu'elle était là, qu'elle était pas censée être partie. Enfin c'est, tu dis mais comment c'est possible ça? Mais le script il a Alors, revu moi le je film. vais t'expliquer comment c'est possible. C'est que Phasma, il y a des figurines à vendre de Phasma, ils avaient un stock de l'épisode 7, et il fallait quand même la remettre dans l'épisode 8,
pour pas que ça passe pour une grosse arnaque. On ne peut pas tout lire à l'angle des figurines, monsieur Andreev. On ne peut pas tout lire à l'angle des figurines. Ah ouais, mais Phasma, ils avaient quand même. C'est quand George même Lucas, il y arrive lui. Hein, évident et le plus dégueulasse qu'ils aient fait. Même les porgs là, ils en ont pas fait autant alors que ça aurait mérité. Ils sont plus mignons. Les porcs sont relativement cool. Et pas Oui, puis ils sont pas trop envahissants en fait. Ils sont Ça pas va. nécessaires à l'intrigue. Oui, c'est ça, c'est pas comme les Ewoks, quoi. Moi, les C'est pas porcs, comme je les les aime bien Ewoks, parce que ouais, Chewbacca, c'est il les pas tabasse en fait. Ah bah attends, mais le Chewbacca Ah non, vegan. Hop. Le Chewbacca Chewbacca vegan. devient vegan. Et oui. Exactement. Non, non, Le Chewbacca alors, vegan. Ouais, ça va J'ai faire- entendu ta théorie. Il devient pas vegan. Il accepte exceptionnellement de pas les bouffer. Ça veut pas dire que chez lui. Ah, moi j'ai trouvé ça c'est super pas drôle. fait. Moi, j'ai Une trouvé énorme j'ai raclette. trouvé que Chewbacca devient vegan. En fait, pour un film que j'ai vraiment modérément aimé, je trouve que ce qui est intéressant en fait, c'est tout les moments en dehors des personnes, les moments en dehors de l'intrigue de la poursuite. C'est-à-dire par exemple Luke. Qui a des femmes de ménage aliens, enfin des espèces de ça, J'étais un peu surpris là. J'avoue que j'étais un peu. je trouvais ça Surtout mortel. que Vraiment, ils te les gardent pendant. En fait, j'étais surpris parce que on te vend bien le côté l'ermite, le mec tout seul. Et puis en fait Pendant non, il y a super une Et en longtemps. fait, non. En fait, non. Le mec, il a plein de monde. En fait, c'est cool. Il a des nanas qui sont là, qui s'occupent du linge, qui remettent qui rebouchent les trous dans les murs. Ah bah c'est pratique. C'est vachement bien. Donc il y a tous ces petits côtés. Moi le fait de voir Luke qui fait un clin d'œil à 3PO, tu vois, ça m'apporte plus de joie que. Après, il y a énormément de trucs ouais, complètement. que le reste. Il y a Carrie Fisher qui est fabuleuse. Elle est dans le. Alors, J'ai eu les larmes aux yeux à chaque scène plan où Carrie Fisher apparaît. C'était Alors, il y terrible. a un côté, il y a forcément un côté, on sait qu'on la regrette et ça touche. Et moi, je sais que j'ai eu vraiment les larmes aux yeux sur la scène entre elle et Luke. Mais vraiment, honnêtement, j'ai vraiment. Ah, moi aussi, vraiment écrasé ma larme. Et d'ailleurs, il y a mal. il y a un Mais truc je très, la trouve très étrange à ce niveau-là, parce que tu sais, la scène où elle est aspirée dans l'espace, Ah, j'ai cru qu'elle y passait là. Moi aussi, mais elle justement- expédiée. et j'ai trouvé Alors, ça. c'est la scène avec. Ouais, vas-y, pardon. J'ai trouvé ça tellement bizarre de la tuer, parce que, virtuellement, au moment où la scène se passe, pour toi, elle est morte. Surtout, vu la tonalité de l'épisode, tu sais, globalement, en plus, c'est un épisode où chaque scène, tu sais pas trop ce qui va se passer, parce que tout peut se passer. Donc, elle aspire dans l'espace, tu dis, putain, merde, ils ont tué Léa. En même temps, ça a une certaine forme de logique. Pierre vient, puis je fais, what? Et en fait, c'était très Par étrange que. Ils ont tué Akbar par contre, hein, alors ça. Oui, ils ont tué. Ouais, ils Par ont contre, tué Akbar, Akbar. Ils ont Mais- tué Akbar, mais même pas à l'écran. C'est dégueulasse. oui, même pas l'écran, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est moche. Mais sur Leia, c'est vrai que cette scène, typiquement, ça c'est une scène où j'ai encore un peu de mal à la digérer. Oui, parce que c'est. sur le moment, je l'ai trouvée grotesque. Et en même temps, elle continue de me hanter. Et je Bah, c'est ça. d'y repenser. Et qu'il faudrait que je revoie le film. Je pense que c'est signifiant par rapport à ce que peut vouloir dire la Force. Parce que de toute évidence, quand tu te jettes dans le vide intergalactique, t'en ressors pas. Là, tu fais, Pascal. Là, tu fais. Non. Non, puis il y a Je sais pas. l'explosion en plus, enfin explosion plus le vide. Bref, voilà. Bon, je Donc, retire il y ce a- que j'ai dit sur l'aspect fanboy sérieux de Pascal, Mais puisque là, il vient de nous dire qu'il faut qu'il le revoie pour. Évidemment, je le verrai. Évidemment, je le verrai. Mais au-delà de ça, je trouve que, en termes que. Voilà, dans l'épisode 7, Carrie Fisher, c'était Leia parce que. Ah bah tiens, ça fait plaisir de la voir, mais elle avait pas de. Mhm. En termes de personnage, d'acting, il n'y avait pas grand-chose. Là, elle est incroyable. Juste en étant là, sans rien dire. Et je pense Le que c'est pas montage est juste très gentil avec elle. Oui, sans doute, mais elle envoie extrêmement lourd et Mm. pas juste parce que on sait qu'elle est plus là. Le personnage s'impose, envoie des choses très très fortes. Il y a d'autres choses qui sont très très puissantes aussi. Il y a bon alors évidemment graphiquement, esthétiquement, je trouve que toute la dernière partie sur Oui. Comment s'appelle cette La planète Kylo des La Ren, planète du sel, je sais pas. La planète du sel. planète La du planète du sel, les gars. La je trouve planète que du sel. Mais- c'est assez magique. Mais même avant on en cette a scène, parlé, moi, la- Je pense à la scène où Laura Dern envoie en vitesse lumière son vaisseau Mais sur oui. le vaisseau ennemi. Oui. Avec est le folle. silence, c'est visuellement elle est superbe. folle. Et en matière de Le mise en sound scène, design est stupéfiant. voilà, Ouais, c'est ouais. incroyable. Une espèce de silence de fou, c'est incroyable. Cette scène-là m'a vraiment, j'étais, ouf, de toute façon, j'étais toute la- soufflé enfin, sur le coup. Pour moi, toute la dernière heure, d'un point de vue esthétique, je la trouve complètement maboule, en fait. Pour moi, c'est le moment esthétique le plus puissant de Star Wars, en fait. Parce qu'il y a des idées, visuellement, il y a un truc que... Les vaisseaux qui tracent une ligne rouge, là, Oui, quand oui, ils voilà, avancent ça, sur la planète blanche, enfin, ouais, ça rend bien. Il y a Et des compositions de plans qui sont complètement folles. Enfin, je veux dire... Mais même au- au début, je vois un X-Wing qui fait un roulé-boulé, Ouais. une espèce de 360, je trouvais ça assez cool en fait. Évidemment, le film a pas pour lui l'imaginaire, c'est-à-dire que George Lucas a créé tout l'imaginaire du truc, mais d'un point de vue purement esthétique de cinéma, je trouve cet épisode
complètement fou en fait. Enfin, vraiment, il y a un truc. C'est beaucoup plus beau que les autres en tout cas. Ouais, c'est beaucoup plus beau. C'est très travaillé au niveau visuel. C'est très que travaillé. Les autres, que 7, que 1, Oui. 2, 3. Et enfin voilà, il y a vraiment un truc qui se passe d'un point de vue cinématographique et qui fait que la dernière heure, moi je l'ai trouvé. Enfin, autant j'étais vachement en dessous, la dernière heure, j'étais pris dedans quoi. Non, juste sur la narration, il y a un truc assez étonnant aussi sur toute cette première heure qui est décriée. J'ai lu beaucoup, oui, ça met du temps à démarrer et tout. Ouais, effectivement, c'est perturbant. On s'attend pas par rapport à l'épisode 7 qui va du point A au point Z en passant par toutes les lettres sans aucun problème. Là, c'est moins linéaire, c'est un peu étonnant, mais c'est super intéressant toute cette idée de je sais pas, de téléphone 4G avec la Force qui permet de parler avec Rey et Kylo Ren. Au début, j'étais un petit peu étonné, j'ai eu du mal à l'acheter tout de suite, mais ça crée des scènes assez folles. La scène où il se touche la main, je trouve qu'elle est super intense, et ça redynamise d'une manière étonnante toute la première partie du film et toutes ces discussions. Oui, et puis d'ailleurs, moi ce que j'adorais sur cette idée-là, c'est effectivement au début ça fait super bien, mais c'est vraiment l'économie de mise en scène, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire 1 milliard de trucs, ils ont juste fait champ contre champ avec des jeux de regard, et ça suffisait. Tu vois, ces champs, ils ont fait juste ce qu'il fallait à mon avis, quoi. Et vu que tu parles des champs contre champs avec les jeux de regard, je pense à aussi juste le moment clé quand même de pourquoi Kylo Ren il est méchant, qui est une espèce de mini Rashomon avec ça aurait été super facile de se merder complètement à expliquer que on n'a pas eu la même interprétation du même moment. Je trouve que c'est super bien traité, c'est super bien foutu, les scènes sont et au final tu te retrouves avec les deux ont raison. Kylo Ren a raison d'avoir pété un câblage parce qu'il a vraiment objectivement cru que Luke allait snap. Bon, après il est allé tuer les autres enfants quand même. C'est un truc chez les Jedi qui pètent des câbles, c'est qu'ils vont tuer des enfants. Il a pris la moitié, il en a tué la moitié, il a pris les autres et c'est donc a priori les Knights of Ren puisqu'il est censé être le meilleur des Knights of Ren. Donc je trouve que cette double histoire qui nous court pendant ça dure je sais pas pendant une demi-heure, il nous balance et il nous balade avec ça. Les deux versions de l'histoire se tiennent super bien. Elles sont les deux filmées. points de vue marchent en fait. Les deux points de vue fonctionnent super bien. Alors, et ça aurait pu être facile de le merder. Et c'est super réussi. J'ai un tout petit détail. Je trouve que la tête de Luke là qui se prend le Wave of Force au moment de la trahison entre guillemets, je trouvais ça un petit peu moche. Je me disais on dirait ça faisait un petit peu Star Wars dirigé par Luc Besson, tu vois. Il y avait un truc qui était pas très. C'est pas. Vous regardez beaucoup trop de films de Luc Besson les mecs. Hein. Et juste pour zapper juste sur un détail puisqu'on se les passe en revue. On est d'accord que Poe Dameron mérite l'échafaud. Le mec, il type passe son temps à désobéir aux ordres. Et ouais. Il passe son temps à désobéir aux ordres. Il a fait. Il détruit un croiseur qui n'aurait rien changé, qui n'aurait rien changé. Mais ça tu le sais qu'a posteriori, c'est-à-dire que sur le moment, honnêtement, ses idées sont bonnes en fait. C'est juste que il est impulsif mais ses idées sont bonnes, il est virtuose et que en fait tout le truc c'est qu'il doit apprendre à se contrôler. Mais même l'idée de désobéir pour exécuter le plan de Finn, c'est peut-être la meilleure idée qu'il puisse avoir à ce moment-là. Et ça aussi c'est nouveau parce que d'habitude quand quelqu'un dit non on va pas faire comme on a dit, moi j'ai une bonne idée et on va faire comme ça, en général ça marche. Donc le fait que le mec se prenne une tôle ou qu'en tout cas ça fonctionne mais à quel prix? Voilà, exactement. Ouais. Ça introduit un petit peu les enjeux qui font que ça aussi c'est nouveau. Ouais. Mais d'un strict point de vue militaire, Daniel a raison. Hein, le mec il mérite le peloton. Oui, évidemment, mais bon. Il désobéit tout le temps, quoi. Je veux dire. Tu sais tout ce qu'il a, c'est juste une petite tape sur la joue qui dit « Je t'aime bien quand même ». Jusqu'ici dans la saga, tous les mecs qui ont désobéi de manière évidente à un ordre militaire ont été couronnés de succès en faisant le succès de l'équipe. Donc, c'est vrai. Et puis à la fin, ils ont vu les autres films. Un gars qui tente un truc, on a soudainement un mec qui tente un truc qui réussit quand même, mais à quel prix? D'un seul coup, il y a des enjeux qui se passent et le mec, il se passe des choses dans sa tête aussi. Alors moi dans les petites déceptions, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humains et pas beaucoup d'espèces extraterrestres dans ce film en fait. Que ce soit dans la Résistance ou chez les méchants. Les bleus. Oui mais je parle. Il y a les femmes de ménage. Je parle pas des créatures, mais je parle tu vois dans la Résistance. Alors il y a eu Akbar qui se fait tuer hors champ. Et t'as pas beaucoup d'espèces extraterrestres au final dans cette résistance, alors que de mémoire, tu vois, sur l'assaut final de l'épisode 4, t'avais, je sais plus, mais il y avait certains des leaders qui étaient des extraterrestres, et là,
Là, attends, est-ce qu'il y en avait un quand ils sont sur la planète du sel? Je me rappelle même pas s'il y a. Attends, quand ils sont sur la planète du sel, ils arrivent, ils sont 8. Donc, tu sais, ouais, forcément, mais il y a quasiment plus un seul. Enfin, il y en a pas un qui soit pas humain quasiment quoi. Ils sont très très peu et c'est un peu bizarre. Et puis au chapitre des trucs bizarres, pourquoi il faut que ce soit des jolis chiens des glaces aussi. Oui. C'est bien. c'est des chiens de sel. Mais au chapitre des trucs bizarres, pourquoi il faut que ce soit Laura Dern qui pilote le navire et pas un droïde quelconque, tu vois? Enfin, il y a eu des choix qui sont quand même super étranges quoi. Oui, parce qu'un droïde ça aurait été moins dramatique. Oui, voilà. Ouais. Un droïde, ça pilote au mieux un bipode, comme on a vu avec BB-8, mais sinon, ça peut pas piloter. Attends, mais BB-8, il pilote tout. BB-8, il est génial. Et les bipodes, mais pas les croiseurs. D'ailleurs, il y a un truc avec cette séquence qui laisse peut-être éventuellement penser à une storyline un petit peu amoureuse entre Leia et le personnage joué par Dern, parce que il y a une séparation assez déchirante sur les loved ones qu'on laisse derrière nous. Ah, elle se donne la main, c'est vrai. Elles se donnent la main, elles se disent ah non c'est bon, j'ai perdu assez de personnes chères à mon mais cœur. alors et Finn tout. et Dameron, il y a un truc, Finn et Dameron alors. Il y a un petit truc. Alors Finn et Ah bah, Dameron, j'ai pas non, d'avis mais- là-dessus parce attends, mais qu'on n'a Finn- pas trop eu. Oui, Finn, c'est ils la ont pas superstar. d'interaction, C'est pas impossible. Moi je dis Poe Dameron il veut se taper Finn. Moi je dis Rose elle veut se taper Finn, c'est sûr. Moi je dis Rey, il y a des chances qu'elle veut se taper Finn. Finn, là franchement s'il gère bien. Et il va finir avec Finn, c'est Chewbacca. Actarus. C'est Ah, mais, Actarus, tout le monde veut se taper Actarus. Finn il enchaîne là. Et je voulais en placer une quand même pour My Man Mark Hamill quand même. Mark Hamill qu'on n'a jamais vraiment vu bien jouer dans Star Wars, il faisait le taf, mais il a vraiment un arc. C'est vraiment lui le personnage principal de Star Wars pour moi à jamais. Je tiens à rappeler, si vous voulez pas vous écouter tout le Super Ciné Battle Q pour moi. C'est pour ça que t'as pas aimé le 7. L'épisode 4 est le meilleur épisode. Et parce que c'est le vrai arc du seul héros de Star Wars, c'est Luke Skywalker. Mais ça fait quand même bizarre de le voir passer de I wanna be a Jedi à tout d'un coup avoir cette espèce de mec ronchon sur son île. Alors je trouve que les raisons pour lesquelles mais je trouve que il le joue très très bien. Ouais. Il le joue de manière géniale et ça se voit que ça fait des années qu'il fait du doublage de dessin animé et qu'il a vraiment de parfaite modulation de voix à la fin de sa carrière. Enfin, c'est pas encore sa fin, mais en tout cas aujourd'hui, à le moment où il doit jouer le rôle de senpai et de sensei, il est vraiment un super acteur. Il est devenu un super acteur et du coup l'arc le plus important de Star Wars redevient celui de Luke Skywalker. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est presque plus le rôle de. J'ai plus l'impression de voir Mark Hamill dans son rôle que de voir Luke, en fait. Quand je vois ce. Ah oui, c'est clair. Quand on connaît un petit peu le personnage, si tu le suis sur Twitter, si tu vois un petit peu son second degré, son humour, etc., tu retrouves beaucoup plus de Mark Hamill que de Luke Skywalker tel que tu le connais. Et là aussi, je pense que ça reboucle avec le côté on sait ce que t'attends. On sait ce que t'imagines de ce que devrait être Luke Skywalker aujourd'hui, et bah tu l'auras pas. Exactement, mec, ouais. Il s'en fout de son sabre, il s'en fout des trucs, il veut plus entendre parler de rien parce qu'il sait que les Jedi c'était de la connerie et ça n'a pas marché et il veut se barrer. Et c'est de ce point de vue-là, il le joue extrêmement bien. C'est vraiment très très cool. Et est-ce que tu penses, Daniel, vu que Mark Hamill, tu as vu, a monté en compétence, est-ce que tu penses qu'il y a un espoir pour Hayden Christensen? Pardon, je m'attendais pas à celle-là, pardon. Excuse-moi. J'ai failli tomber de ma chaise. Tu sais quoi, Hayden Christensen n'a plus à lire des dialogues de George Lucas deuxième période. Je l'ai tué, tu l'as tué. Non mais tu sais quoi, alors par contre on parle des arcs de vie des personnages et des acteurs, mais quand t'as vu des gens, je sais pas comme merde, quel grand acteur a eu un arc intéressant, Jake Lloyd. Matthew McConaughey, voilà, c'est exactement. Putain, tu sens que t'es mon bro de Super Bah, Ciné attends, l'expert c'est un peu moi, tu vois. Voilà. Ouais, et bah tu es l'expert en Daniel Andreev. et Matthew McConaughey, voilà, si un mec comme Matthew McConaughey peut avoir l'arc de carrière qu'il a eu, bah voilà, il y a Hayden Christensen a toutes ses chances, il peut revenir comme un vieux beau dans 10 ans. Le titre de l'épisode, Hayden Christensen a toutes ses chances. Ah là là, quelqu'un a encore quelque chose à ajouter, je parie. Non, moi j'ai toujours un truc à dire, mais rien d'intéressant en fait. Donc si tu veux, je peux parler.
Mais écoute, non, voilà, mais je pense qu'on a bien résumé le film. Globalement, c'est un bon moment, malgré Alors, quelques... attends. Ouais, vas-y. On va faire. Malgré faire que la ça question- n'existe pas. Pardon. La- J'allais dire malgré que Malgré c'est vrai, quelques regrets, pas malgré bon, que. pardon. On va faire la question MDR. Combien vous payez pour aller voir ce film? Pascal. Plein tarif. Plat tarif, 12 euros. Ouais. 12 euros. Est-ce que tu irais le voir en 4DX peut-être? Non, j'ai été le voir en 2D parce que quand les films sont faits en 3D en post-prod, ça m'intéresse moins parce que à part perdre du contraste, c'est pas super. Ouais. Donc j'aime bien la 3D quand c'est bien fait, mais là ça m'intéressait pas. Donc du coup la séance devait coûter, je sais pas, 6 ou 7 euros, mais s'il fallait que ça soit 12, oui, j'aurais payé 12, c'est Star Wars. Et papa, toi, combien est-ce que t'as payé pour le voir en VF, n'est-ce pas? Je l'ai vu en VF, mais je t'emmerde déjà parce que les Star Wars, on les a tous vus en VF au début. Donc ton snobisme, Non. tu le remballes. Vitesse lumière, Ouais, Chico. Voilà. Chico, Et voilà, quelle Chic Tabac. puissance au tuyère. Le Millennium Condor. Chic Tabac. bon, Votre Chic Tabac. votre vaisseau plénipotentiaire. Et Voilà, Z6PO. au moins, au moins, c'était du vocabulaire qui était intéressant. Moi, je monsieur. crois que Z6PO c'était vraiment son nom. Hein, pendant très Et Jabal Forestier. Bon, bref. Donc bah oui, je l'ai vu en VF, mais bon, on s'en branle un peu. Oui, Non, moi non, je paye c'est plein pas tarif aussi. Ouais, parce que, enfin, franchement, ça vaut le coup de le voir au cinéma. Et puis, ne serait-ce que pour le symbolique de leur dire, oui, vous pouvez faire des trucs avec Star Wars qui sont un peu chelous, un peu bizarres, voilà. Et on est quand même content d'aller le voir. Je pense que ça peut aussi être sympa. Benjamin. Mais tu sais que je pense qu'on va avoir des auditeurs qui sont très déçus parce qu'on a des auditeurs qui attendaient qu'on défonce le film. Ah merde, faut que je Et le défonce à nouveau. Il va falloir que tu le défonces en post-générique si tu veux. Je te laisserai une pastille où tu dis tout le mal que tu penses du film. Je l'ai vu plein tarif, bien sûr, un vendredi soir, donc ça m'a coûté quelque chose comme $15. Bah écoute, oui, plein tarif. En 2D, hein, bien sûr. Moi non, écoute, non. Alors, il y a une vraie question que je me posais et Pascal peut peut-être y répondre, puisque on va pas encore boucler Star Wars, rassurez-vous. À quel âge on peut regarder cet épisode-là? Puisque pour une fois, il n'y a pas de démembrement. C'est une bonne Il question. n'y a pas ça. de. C'est une super bonne question parce que je pense moins que c'est une question d'âge que Et en même temps, c'est c'est moins une question d'âge que de question de si tu connais un petit peu le. Je pense que c'est compliqué de rentrer par ce Star Wars là. C'est un film ultra sinistre en C'est plus. Les gens meurent tous. ça dit du oui c'est C'est un film sur la vieillesse, sur la mort. sur la mort, sur Sur l'échec, le désespoir, sur la mort des idoles, sur Putain, D'abord, il y a Johnny. la déception des idoles, des deux. Oui, la mort des idoles, et puis même à quel point c'est d'une manière assez contemporaine, à quel point la religion, parfois, si on pouvait s'en passer, ce serait pas plus mal. Mais bref, il y a beaucoup de choses. Je n'entends plus Pascal. Pardon, allô. Bon fist. Voilà. Et puis surtout, ça convoque énormément de... En tant que spectacle, ouais, c'est pas mal, mais pour vraiment apprécier Star Wars, je commencerai définitivement pas par celui-là. Et donc après, quel âge? Bah, si t'as déjà montré les autres Star Wars, genre les seuls qui comptent vraiment, les 4, 5, 6, bah je sais pas, 8, 9 ans, mais il faut déjà qu'ils aient mangé les autres et qu'ils les aient appréciés. Sinon c'est compliqué. Ouais, je pense. Et je trouve que ce film est quand même très très sinistre en fait. Il n'y a pas eu d'explosion de joie dans la salle. Y a pas... Enfin après, tant Ah mieux. si, tant moi il y en mieux. a eu. Hein. Ta salle, parce que j'ai entendu le truc sur le ciné. Moi, dans ma salle, ça a applaudi à l'ouverture, ça a applaudi. Ouais, bon alors au les salles crédit qui de- applaudissent à l'ouverture. Moi, alors attends, moi la vitesse lumière avec le vaisseau fendu en deux, je peux te dire que ça applaudit. Hein. Alors moi, le silence religieux dans la salle pendant tout le film, mais effectivement, il y a eu un petit enthousiasme au démarrage. Et contrairement à ta salle de trou de balle, quand il y a eu le tribute à Carrie Fisher, eh ben les gens ont applaudi. Donc c'est peut-être un problème chez nos ciné, c'est de pas aller dans les bonnes Ah salles. non mais attends, moi j'étais pas dans la même salle que tout le monde. Moi j'étais dans le centre de Paris, figure-toi, et voilà. Non mais c'est prendre la température par rapport à ce que fait la salle à tel moment. Ah, ou mais autre. c'est Je sais pas intéressant, si c'est intéressant aussi. Moi, ils ont pas réagi, réagi et tant mieux parce que je déteste les gens qui réagissent dans les salles. Ça m'insupporte. Ils ont qu'à faire ça dans leur putain de salon, quoi. C'est bon, quoi. Je paye pas un billet pour avoir un connard qui fait wouh derrière, quoi. Va te faire enculer, quoi. Oh, je le connais, c'est R2D2, regarde. Ah, je te rassure, papa, ils ne les font que dans les salles en VO.
Vous savez quoi, Ah non, mais- ça me rappelle la séance quand j'étais allé voir un film qui n'existe pas, Indiana Jones 4. J'étais allé voir l'avant-première au Max Linder où tout le monde applaudissait et était à tout rompre au moment du logo Lucasfilm. Et ensuite, il y a eu un silence de mort jusqu'à la fin du film. Ouais, C'était à partir extraordinaire. du frigo, j'imagine. Ah non, à partir de la marmotte, dès l'apparition de la marmotte du logo Paramount. C'était fini. Papa, attends, ce film, je sais pas de quel film il parle. Mais c'est Moi peut-être non un plus, film je sais que pas. j'ai imaginé, Mais par je l'ai contre- peut-être rêvé, hein, mais moi je me rappelle très bien. Mais après, tout va dépendre, effectivement. Moi, je me souviens d'avoir vu l'épisode 3 au Max Linder, mais je l'ai vu à minuit, c'est le mardi soir, la veille de Voilà. la sortie. Donc là, forcément, t'es avec des fous furieux qui ont fait la queue toute la journée. Qui sont déguisés. En fusion, un petit peu moins qu'au Grand Rex, mais quand même. Donc effectivement, là, c'était complètement dingue. Les bandes annonces, je me souviens à l'époque, les bandes annonces des 4 Fantastiques. Bouh Il y avait ensuite La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Bouh Steven Spielberg. Bon, là, petit silence respectueux parce que quand même. Et puis, effectivement, la montée en puissance pendant tous les trucs. Je n'ai pas eu ça à l'épisode 8. Parce que c'est un mercredi matin, je suis au Mikado de bibliothèque, c'est pas exactement le même public, mais il y a quand même eu des applaudissements polis, et donc un tribute à Carrie. Donc, prenez ça de le ciné. Oh, le mec vénère. Daniel, il va plus être invité. Hein, Ouais, c'est ça. Non, mais Ils vont c'est- plus non, l'inviter. attends, mais ouais, écoute, je suis partagé. Je trouve que le dernier tiers du film est pas mal, et même, je dirais dire, le dernier quart, en fait, parce que déjà, je trouve qu'il y a 3 arcs. Voir le dernier 8ème, peut-être. Ouais, voilà. Il y a Bon, la 3 dernière minute du générique. en fait, non, mais il y a 3 actes différents dans ce film, et en fait, t'as l'impression que ça va se terminer, et en fait, non. On te Un rajoute film avec acte. 3 actes, Daniel, Et tu m'étonnes. Et C'est tout celui-là, nouveau, ça. et celui-là, non, Jamais mais on vu. te rajoute encore le final, et je trouve que c'est le final aurait dû arriver plus tôt. Du coup, t'as un film trop étendu. Ah, il est peut-être un peu trop long, ouais. Ça, je t'avoue Oui, que moi, il il y est a un des peu moments où flottant, j'étais là, ouais. genre bon, Il est un peu ça flottant. dure un peu, ça tire un peu en longueur. Et moi, je trouve qu'il y a une première heure qui, effectivement, est à un rythme bizarre, mais qui a son sens. Et ensuite, ça enchaîne sur plusieurs climax différents qui s'enchaînent aussi. Et qui, effectivement, sont déroutants. Et c'est pour ça qu'en sortant, je me souviens, effectivement, je savais, j'étais un peu, bon, par où commencer tu me dis combien sur 10 ? C'est pas possible, je savais pas quoi faire. Alors, Pascal, je vais parler au Star Warsologue, puisque moi je suis adepte du mecha design de Star Wars. J'adore en fait la production value des Star Wars. Je trouve que le design de ces films sont quand même très très beaux, et même les épisodes 1, 2, 3 qu'on chie évidemment. Je trouve qu'il y a toujours des designs assez intéressants. Il y a vraiment des artistes qui ont travaillé sur ces films. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un bombardier de l'espace balance des billes de l'espace qui font exploser ? Je comprends pas le bombardier. Avant, les bombardiers du monde Star Wars, c'était des torpilleurs et ils balancent des torpilles. Avant. Et pourquoi ils balancent des L'espace billes ? après. Ils doivent être au-dessus. Et pourquoi pas ? Mais parce que ça fonctionne pas comme ça, Mais l'espace. parce que c'est... Non, mais ce qui fonctionne pas non plus, c'est Ah que... bah, attention. Non. Attends, l'espace où Quiz, il y a du fais-toi bruit plaisir. qui se propage, c'est ça, tu veux dire, Daniel? Cet Alors, espace-là C'est ça, voilà. Mais- Non, mais là, Merci. tu vas L'espace où il y être a des- déçu, où il y a Pascal, des- parce que là, je suis des du côté de Daniel, sorciers en de fait. l'espace. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Non seulement ça, mais surtout, il y a une trappe qui s'ouvre avec une meuf qui est dans la même pièce que les bombes, mais pas de problème, hein. Elle respire, elle survit, il y a pas Non, mais d'appel après, d'air, il y a pas d'appel de vide. C'est Star Wars, il faut qu'il y ait Voilà. À un Non, moment mais je veux donné, dire, magie. on est dans- la on est dans suspension un délire d'incrédulité où de les Star lézards font Wars, piou-piou. La suspension d'incrédulité de Star Wars, c'est le son dans l'espace. Si vous voulez, pas de problème. Mais là, la meuf où t'ouvres une trappe et en fait c'est l'espace, mais on s'en fout, c'est comme s'il y avait de l'air. J'ai C'est quand pas, même un c'est pas un problème champ de avec force ça. quelconque à la con, c'est comme les espèces de Bah, champs de force qui protègent les parois des vaisseaux impériaux, où les Bah, mecs, oui. les trucs qui rentrent, ils sortent, machin. S'il faut, il y a le même système, c'est juste que tu le vois pas. C'est la Et- seule et- explication Alors, que j'ai les fini billes- par dans les l'absolu, billes- tu t'en les fous. billes- Les billes qui tombent, ça peut être tout simplement la gravité du vaisseau, parce que oui, chaque objet dans l'espace a une gravité, donc attire des trucs à côté de lui. Et ensuite, vous m'emmerdez. Hein, c'est ça. Non mais moi la réponse elle est purement cinématographique, c'est que toute cette séquence là en fait c'est un hommage au film de guerre des années 60 sur la Seconde Guerre mondiale en fait. Mais bien sûr, Et- mais et depuis vraiment, le début, et- Star Wars. Attends, tu as déjà vu des lasers à canon ? Non. Tu as Non, déjà voilà. vu des lasers à canon qui ont du recul quand ils tirent ? Non. C'est toute l'imagerie de Star Voilà, Wars. c'est ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il y a Donc rien c'est- qui et voilà, y a rien exactement. qui fait sens d'un point de vue. Il y a rien qui fait sens d'un point de vue scientifique. Il y a rien qui On fait est sens dans ta uniquement- phrase parce que ça fait sens, c'est un anglicisme. Voilà.
Oh, je l'ai mouché. Tu vas Comment pas il t'a faire mouché chier, le mec en Californie là, hein, bon. Alors, mais, voilà, c'est pour dire, enfin, c'est. Non, mais d'un point de vue cinématographique, effectivement, toutes les séquences de gunfight et compagnie de vaisseaux, c'est juste du gunfight de vaisseaux des années 40. Donc, point. Je vous propose pour Voilà, on reste dans boucler la dans boucle. mood, quoi. Je vous propose pour boucler la boucle. On a parlé de ces billes qui tombent de l'espace. Ce n'est pas si éloigné de ces hérissons magiques qui chient des billes magiques de Valérian. Et si j'ai à choisir, les billes que je préfère quand même sont celles de Valérian parce que au moins c'est nawak. Parce qu'elle sort du cul d'un hérisson, c'est pour ça. Voilà, tu l'as vu. Alors, ça serait pas con de faire un. Moi, je voudrais. Sur Valérian. Tu fais Ça tellement serait la pas promo con. de ton podcast de manière complètement honteuse. Moi, je C'est trouve. scandaleux. Attends, que personne on ne a- l'a fait on a- pour nous. Il faut qu'on la fasse nous-mêmes. Hein. C'est vrai. On a Pascal avec nous. Je trouve que c'est l'occasion. Voilà. J'aimerais qu'un éminent Star Warsologue nous propose sa meilleure imitation de Lumpy. Pascal, on t'écoute. Vas-y, Pascal. Et il a pris l'air un peu, tu sais, formidable. un peu malade de Ce sera tout pour moi. Et moi, j'ai eu l'impression d'entendre Lumpy, hein, vraiment. C'était très. Lumpy, c'est toi moi, C'était j'ai- très moi, réussi. Je me suis cru, je vais l'appeler Très- Lumpy maintenant, très Lumpy réussi. Sontag. Tu fais ça, on se parle plus. Et allez, je pense qu'on a fait le tour de Star Wars. Ah, mais on même peut pas si- conclure mieux que ça, c'est pas possible. Oui, voilà, Lumpy. On passe à Doreko. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get him terrible. away! Hey, boo! Boo! After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et honneur aux invités, honneur à Pascal Sontag. Merci beaucoup. Eh bien, je vais recommander une chaîne YouTube en rapport avec le cinéma. J'avais entendu, papa, que tu parlais de Durandal. Painting il y a pas longtemps. Ta gueule. Tu vois ce que je Non, vis, mais tu vois ce que je vis. Durandal, bon, c'est pas une reco, tout le monde connaît, tout le monde y va. Non, Everyframe Painting, c'était vachement bien, effectivement. Moi, je voudrais recommander quelque chose qui est, je crois, un peu moins connu, surtout que le mec a que 30 000 abonnés, et pourtant, il a l'air d'être un petit peu connu dans le milieu cinématographique. C'est No Small Parts, qui est monté par Brandon Hardesty. Donc, Tout c'est à fait, je connais, ouais. Tu connais, voilà, c'est un comédien qui s'est fait connaître notamment sur YouTube en reprenant des scènes de films célèbres où il jouait tous les acteurs. Et il a monté cette chaîne qui s'appelle No Small Parts pour globalement parler des ce qu'on appelle les character actors ou tous les gens qui font du typecasting. Donc en gros, les gens qui sont des seconds rôles, mais surtout des seconds rôles qui sont toujours un petit peu voilà, le petit gros, le vieux chelou, la grosse nana un peu méchante. Voilà, des gens qui ont un physique, le physique de l'emploi, qui ont des gueules et qui sont toujours un peu castés dans les mêmes types de rôles. Et il va se concentrer sur un ou une actrice spécifique et pendant l'épisode d'une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, bah, faire leur biographie, aller voir tout ce qu'ils ont pu faire et vraiment c'est fait avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance et une vraie admiration, ça se sent vraiment. Le mec fait son boulot, il lit des biographies, il va checker les différents films dans lesquels ils ont joué. Donc il ouvre Ouais, c'est très documenté, ouais. Ouais, c'est super documenté. Il ouvre toujours sur la séquence où tu connais. Donc typiquement, il va prendre, il y en a un sur Warwick Davis qui joue dans Willow, sur Harry Dean Stanton, il a une petite série, une mini-série sur les méchants de Bond où il va aller regarder qui était derrière Hot Job, qui était derrière Jaws, qui était derrière le Baron Samedi. Et à chaque fois, on découvre des gens qui ont une carrière énorme, au-delà des 2-3 rôles pour lesquels on les connaît. Et c'est super intéressant, et je recommande ça énormément. Il est maqué avec IMDb, donc c'est souvent sur la homepage du site, sur des versions petites ou autres. Mais voilà, il y en a un sur Crispin Glover qui est super intéressant, qui joue le père de Marty McFly dans Retour vers le futur. Je recommande, c'est très très chouette. Il y a
pas mal d'épisodes et c'est vraiment des découvertes d'acteurs et d'actrices qu'on connaît pas trop, mais on connaît leur visage, mais qui ont fait beaucoup plus qu'on ne pense. Et je le recommande chaudement. Ouais, effectivement, je le recommande aussi. Très bien, donc No Small Parts. Bah écoute papa, puisque t'es chaud, vas-y à toi. Eh ben écoute, moi ça va être un film que j'étais voir en bravant littéralement la tempête de neige. Puisque le jour où j'ai voulu le voir, en fait il passait de l'autre côté de la vallée, donc j'ai dû passer, je te jure c'est l'histoire vraie, j'ai dû passer un col. T'es allé dans la vallée de Dana? Exactement, dans la vallée. Wow. Toi, t'as envie de revoir Jeanne d'Arc? Non, ça sent, ça sent. Non, merci. Tu sais maintenant, dès qu'on invoque Mano, tu sais ce qui se passe. Quelqu'un dans le monde remet le DVD de Jeanne d'Arc. Et bref, et du coup, il y avait un putain de blizzard. Enfin, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Je voyais pas à 10 mètres. Il y avait 10 cm sur la route. Et à chaque virage, il y avait une bagnole dans le fossé. C'était épique. Mais je voulais aller voir ce putain de film. Et c'était la seule salle qui le passait. Et donc, ce film en question, bah, c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Et il se trouve que j'ai pas perdu ma soirée. Parce que j'ai trouvé ça vachement bien. Je crois que Daniel, toi, tu l'as vu aussi, il me semble. Ouais, je l'avais vu à sa sortie et je trouve que c'est sans doute un des films français les plus ambitieux que j'ai vu. Voilà. Peut-être Bah, le plus ambitieux. Il y a vraiment un truc, c'est moi ce qui m'a frappé, c'est un peu la somme de tout le travail de Dupontel en termes de mise en scène, toutes ses influences. Enfin, j'ai trouvé qu'il y a énormément de Zemeckis dans Au revoir là-haut. Enfin, il y a des plans qui auraient pu être signés Zemeckis. Enfin, il y a vraiment aussi un goût pour l'absurde, le théâtral. Enfin, il y a vraiment un truc assez unique. Et la lutte des classes chère au réalisateur, quoi. À chaque fois, il y a toujours une problématique de faible contre le fort. Faible contre le fort, et puis du rapport à l'histoire, c'est-à-dire c'est cette espèce de volonté de se réfugier, tu sais, dans le souvenir de la commémoration du mémoire, alors pour essayer de ne garder que les bons souvenirs. Tu sais, c'est un peu comme à l'époque où ils avaient sorti l'Armée des Ombres, où ça avait fait scandale parce qu'on pouvait pas dire que dans la Résistance ça se passait mal parfois, tu vois. C'est un peu la même idée derrière, c'est qu'il va un peu gratter ce qu'il y a sous la surface. Comment, mais le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que tous les Français avaient été résistants? Mais écoute, moi j'ai vu les films avec Gérard Jugnot et ils étaient tous résistants. Mais là c'était une référence à OSS 117, donc c'est pas grave, je la remballe. Au revoir. et donc là c'est effectivement la Première Guerre mondiale et non bah voilà, donc c'était je recommande chaudement, c'était vraiment vachement chouette quoi. Quicks, tu as bien quelque chose à nous recommander avant Noël? Bah en fait je vais vous recommander un film qui je crois bien sort longtemps après Noël en France. Peut-être que toi tu seras en mesure de nous dire quand il sort. Je vais vous recommander le dernier film de Martin McDonagh qui s'appelle Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Il sort mi-janvier je crois. Qui s'appelle en France Les Panneaux de la Vengeance, un bon gros titre de merde qui n'a rien compris au film. Donc on félicite le gars qui dans son bureau a trouvé ce titre pourri. Puisque c'est l'histoire. Ils ont tenté un titre en français. Ah oui, ils ont tenté un titre en français. Ils ont tenté. Bref. C'est rare aujourd'hui. C'est vrai. Est-ce que Star Wars s'appelle La Guerre des Étoiles, Les Derniers Jedi, ou est-ce qu'ils l'ont laissé Star Wars? Oui, alors non, Les Derniers Jedi. Les Derniers Jedi, et du coup c'était un gros sujet parce que est-ce que ça spoilait parce que quand The Last Jedi est sorti, c'était il y en a qu'un, et la version française disait donc il y en a plusieurs, et puis en fait Rian Johnson disait non, et puis en fait voilà, je sais pas où je vais avec cette anecdote, mais mais bon bref, ça avait donné lieu à une espèce de contestation. Bref, donc la Three Billboards, donc c'est réalisé par Martin McDonagh et on le connaît surtout pour In Bruges. Bon baiser de Bruges en français. Bon baiser de Bruges, ouais. Mais il a aussi sorti 7 Psychopaths, mais qui a moins bien marché. Et je l'avoue, je n'ai pas vu en fait 7 Psychopaths. Mais Three Billboards, ça nous raconte donc l'histoire de Mildred, qui est jouée par Frances McDormand, qui est une mère divorcée et qui est toujours en train de je cherche le mot en français, qui est en train d'essayer de se remettre en fait en deuil, voilà, en deuil du meurtre et du viol de sa fille qui s'est déroulé plusieurs mois plus tôt. Et en fait, elle est tellement, elle est en colère parce que elle estime que l'enquête est au point mort et n'avance pas, et que c'est dû au manque de volonté de la police locale. Et donc, pour essayer de faire un peu bouger les choses, donc tu le vois dans la toute première scène, elle va louer 3 panneaux publicitaires où elle va écrire des messages à l'intention en fait du chef de la police. Et donc le premier message c'est violée alors qu'elle mourrait, toujours pas d'arrestation. Comment est-ce possible, le chef Willoughby? Et le chef Willoughby c'est Woody Harrelson.
qui mène tant bien que mal son équipe de braquasse, et on peut dire que c'est quand même une équipe de policiers braquasse. Et l'un des officiers principaux, c'est Sam Rockwell, qui est exceptionnel dans le film, et qui Putain, va... ce casting, quoi. Ah oui, non, mais Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, et c'est pas tout, hein. Il y en a d'autres qui sont aussi excellents. Il y a Big Cornish, il y a Peter Dinklage, enfin... Tu voulais dire un truc, Daniel? Et oui, il y a aussi l'acteur qui joue Lester Freeman dans The Wire aussi. Tout à Je connais fait. pas. Jamais vu. Et c'est comment Mais- le titre français, tu dis? Ça s'appelle Les Panneaux de la Vengeance. Et je crois que ça sort en janvier, il me semble. en France. Ça Et, paraît tout à fait pertinent. bah non, parce que les panneaux, elles les affichent pas par vengeance. Ça sort le 17 janvier et c'est évidemment pour essayer d'être le plus raccord avec les Oscars, puisque c'est un film qui va être évidemment nommé aux Oscars. C'est un film qui va être nommé aux Oscars, et donc moi non, j'estime que les panneaux, ils sont pas là par vengeance, justement. Elle les met pas parce qu'elle veut se venger, elle les met parce qu'elle demande T'as vu le justice. Ouais, un peu, ouais. T'as pas vu le film? Bon alors. Alors, Pourquoi on l'a invité, ce gars-là? Sans déconner. alors je l'ai Enfin, vu bref. aussi. Je l'ai vu aussi. Et je recommande j'ai vu une projo presse. Je recommande en tout cas ce film parce que c'est intéressant. Au moins, on peut dire que c'est un film qui se veut un peu frère Cohen sans l'être. C'est un frère Cohen de série B déjà. Bah, En termes si, de si vous réalisation, avez en vu termes de et apprécié volonté. Bon Baiser de Bruges, c'est dans la même engeance un peu. C'est pour adultes, hein, bien sûr. Les dialogues sont formidables. Et puis il y a plein d'humour noir qui est vraiment super bien. Et ça présente des personnages qui sont pas tout blancs, tout noirs. C'est des personnages Alors, qui. c'est là où je voulais en venir. Vas-y. C'est que les personnages sont intéressants et ils sont très différents. Et alors, je peux pas spoiler le film, surtout en plus s'il est pas sorti, ça serait dégueulasse. Il y a juste un personnage, je dirais pas qui, mais un personnage qui est absolument dégueulasse, qui t'est présenté, qui n'existe dans le film. À chaque fois qu'il y a un personnage qui rentre, c'est pour te rappeler que ce mec-là est une crapule. Tu vois de qui je parle. Je vois de qui tu parles. Laurent Wauquiez c'est une crapule. Pas loin. C'est une. J'essaie de trouver, moi. C'est une crapule qui tabasse les gens. C'est une crapule qui tabasse des noirs. C'est vraiment genre. Toujours sur lui, ouais. Non mais c'est On vraiment. est toujours sur Laurent c'est Wauquiez, vraiment là, pour l'instant. Hein, c'est... Non mais c'est vraiment un criminel. C'est vraiment Toujours un sur- criminel. ouais, ok. Sauf que ce gars-là, dans le film, a un redeeming arc. C'est-à-dire qu'il va passer de méchant nazi à mec plutôt même président très, des très Républicains. Ah bah ouais. Bah, on c'est-à-dire que il a un redeeming arc, mais pour de bonnes. Enfin, moi, je trouve que le redeeming arc est plutôt bien amené en fait. Que la raison Ouais, pour bah, laquelle. Moi, je trouve que la raison pour laquelle il commence à se rendre compte qu'il se comportait, qu'il a un comportement qui est absolument intolérable, où il n'y a pas de tolérance. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont c'est fait, et surtout la manière dont on te montre aussi que celle qui est censée être ton héroïne, Mildred, mine de rien, elle fait bien de la merde aussi, quoi. Et que tu vois, tu peux pas l'idéaliser. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et de la même manière que t'as envie au début de tout mettre sur le dos du perso de Woody Harrelson, et qu'au final, finalement, tu te rends compte que lui, lui non plus, c'est pas un mauvais mec, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je te propose d'inviter papa pour. Et pour on résoudra tout ça. inviter. On pourra en reparler Voilà, quand le film sera sorti. Hein. On résoudra tout ça au mois de janvier, les enfants. On se met à spoiler, on spoil des films qui sont. Ah non, on n'a encore pas sortis, spoilé. C'est complètement génial là. On n'a pas spoilé. On n'a pas spoilé, On a juste mais dit que on dit que c'est les personnages sont pour pas tout moi, blancs ou tout noirs, et que moi je trouve ça très Pour moi, intéressant. c'est très compliqué d'aimer. Sinon, j'ai les théories sur Star Wars 9, hein, si vous voulez. On peut y aller. Hein. Alors, les gars, je vais passer à Marocco. Et je vais être raccord avec le sujet, et ça va pas arriver tous les jours. Je vais recommander un truc Star Wars. Je vais recommander un bouquin qui est sorti il y a pas si longtemps, qui s'appelle Star Wars from a Certain Point of View, et qui célèbre les 40 ans de Star Wars. Figurez-vous que je suis né le même jour que Star Wars. C'est assez, ça m'a toujours surpris cette coïncidence. Et du coup là, c'est 40 histoires qui célèbrent les 40 années. Elles sont écrites par des auteurs tous très intéressants, vraiment de panels très très divers, qui ont tous donné en plus leur droit d'auteur. Ce bouquin est édité pour une bonne cause. Mais sur le contenu,
c'est à chaque fois des histoires de gens qui sont liés à l'épisode, à l'épisode 4, donc Star Wars, le seul film qui compte après tout. Et à chaque fois, c'est des personnages qui sont très différents. Par exemple, il y a les témoins, c'est raconté par leur angle, par leur point de vue au moment de Star Wars. C'est-à-dire, il y a des pilotes de X-Wing, tu vois la bataille de Yavin, tu vois par exemple, il y a une histoire qui est racontée par un robot, l'angle d'un robot nettoyeur à bord de la Death Star. Il y a Boba Fett, figurez-vous. Il y a même Qui-Gon Jinn qui parle à un moment à Obi-Wan Kenobi juste avant qu'il meure. Ouais, alors le chapitre de Jar Jar Binks, je l'appréhende vachement. Hein. Non, il y a pas. Alors, détrompe-toi, c'est assez étonnant. Et on y lit une certaine critique de Laurent Wauquiez d'ailleurs. Et le chapitre de Chewbacca, il est comment? Il y a vraiment des personnages très intéressants. Par exemple, il y a une histoire qui raconte qu'est-ce qui se passe dans la cantine, dans la fameuse cantina de Mos Eisley, avec les autres personnages présents dans la scène. Spoiler, ils font le ménage. C'est pas ouf. Donc il y a. Non mais c'est tous les témoins oculaires qui peuvent dire si Yann Solo a tiré le premier. Exactement. Mais c'est génial. Et alors là, j'en viens aux auteurs. C'est que c'est vraiment écrit par des cadors. Il y a Gary Whitta, donc, qui écrit l'histoire de Remus Antilles. Donc, vous connaissez tous Remus Antilles. C'est le mec qui se fait égorger par Darth Vader au début de l'épisode. Et Gary Whitta, c'est celui qui a écrit, donc, notamment Rogue One. Mais aussi, il y a Paul Dini qui écrit une petite histoire sur Boba Fett. C'est quand même un très gros bouquin, donc il y en a vraiment beaucoup. Je vais pas tous les faire. Il y a Kelly Sue DeConnick et son mec aussi à la vie qui s'appelle Matt Fraction, donc on a beaucoup parlé, qui a écrit Hawkeye et donc qui raconte cette fameuse histoire dans la cantina. Il y en a plein. Il y a Glenn Weldon que j'adore lire et écouter. Il y a Kieron Gillen qui écrit en ce moment les comics Star Wars, qui écrit plusieurs comics Star Wars. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a Greg Rucka aussi que tu as l'habitude de lire. Bien sûr. Quicks, il a fait Gotham Central avec Brubaker. Gotham Central et les comics Batman. Ouais. Il y a Charles Soule que j'ai l'habitude de lire dans les comics. Il a écrit une histoire courte de Lando Calrissian puisque Lando Calrissian existait au moment de. Mais Charles Soule a fait des comics, je crois, Star Wars aussi récemment, il me semble. Ouais. C'est pas lui qui a écrit Dark Vador. Je crois que c'est lui qui est en ce moment sur Dark Vador et Kieron Gillen qui était avant sur Dark Vador. Et ça vient de sortir ça ? Et c'est sorti il y a pas si longtemps. Et alors là où j'en reviens, donc c'est vraiment un gros pavé puisqu'il y a vraiment 40 histoires. Tous les dons sont donnés à une bonne action First Book qui donne des bouquins aux plus démunis et surtout du matériel d'éducation aux États-Unis. En ce moment, c'est le contre-coup de l'administration Trump, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leur temps et de leur argent aux bonnes causes. Et là, en l'occurrence, c'est une bonne cause puisque c'est pour l'éducation, pour les du matos scolaire, qu'on voit à la fin de l'épisode du matos scolaire. Et en plus, même Disney et Lucas ont accepté de filer des thunes, alors que d'habitude ils ne permettent pas les fanfics, puisque en fait quelque part c'est que des fanfics, mais c'est des fanfics de qualité. Ils ne permettent pas ce genre de fanfic qui soit publié. Là, il est publié avec le logo. C'est aux éditions Century. Il porte quand même le logo Lucasfilm et tout est donné aux bonnes œuvres. Et je te l'offre, Pascal, puisque dans notre petit Rustic Studio, c'est ton cadeau de Noël, tu vois. Et ben, n'empêche, c'est une bonne idée de cadeau de Noël tardif. C'est un beau cadeau. Je te remercie. Et c'est quelque part un des premiers bouquins post-Disney qui soit du coup canon dans l'univers étendu. Techniquement, il est canon. Tant qu'ils ont pas appuyé sur Reboot sur tout l'univers étendu et tous les bouquins d'avant. Donc du coup, c'est. Et en plus, t'as les auteurs qui travaillent en ce moment donc sur Star Wars. C'est le premier auteur. Merci beaucoup. C'est en anglais, bien évidemment. Il est pas traduit encore. Ah merde, désolé Pascal, faut que tu le rendes. No problemo. Sinon, j'ai une autre co. Je suis en train de lire le bouquin de Jean-Louis Debré. Tu le raconteras plus tard. C'est ton deuxième cadeau, Pascal. Et alors, tu sais quoi ? Ce qui est génial, c'est que j'ai appelé C'est en anglais aussi. J'ai appelé ce bouquin Cool Story Bro. Je l'ai appelé Cool Story Bro parce que c'est que des punchlines qui tombent à plat. C'est vraiment ça. C'est genre, écoute ça. Écoute ça. 5... Il faut voir Daniel enlever les petits marque-pages avant de lire. Il a l'édition annotée de Jean-Louis Debré. Alors, préparez-vous. 5 Il te l'a dédicacé ? Ouais, 5 mai. Réaction agacée de Seguin quand il apprend que Chirac a décidé de rencontrer plus souvent les présidents du groupe parlementaire RPR du Sénat et de l'Assemblée nationale, Jocelyn de Rohan et moi, sans l'inviter, lui le président du RPR, à se joindre à cette rencontre. Il le fait savoir par une dépêche AFP.
s'arrête là? Ah merde, ça s'arrête là. C'est tout. Vous en voulez une autre? Ah, vas-y, attends. Est-ce qu'on ferait pas un podcast qui s'appelle Parle à mon Jean-Louis, où on lirait tous ensemble les meilleurs passages du livre de Jean-Louis Debré? Donc Alors, il envoie ses punchlines par l'AFP, donc c'est des au bureau du c'est groupe. des punchlines. Au bureau du groupe, moins d'1 heure après une réunion à l'Élysée, question de Renaud Muselier à Philippe Séguin qui s'y trouvait. Réponse sèche de Séguin, je n'ai rien à dire. Alors, je te soupçonne un petit peu de mauvaise bien, foi de chercher uniquement les phrases les plus foireuses. Alors, Vas-y Pascal, prends-en une au c'est hasard, possible. Elila. Voilà. Ouais, je vais en prendre une au hasard, fais voir. tiens, prends celle-là. Voilà. Voilà, on a un Prouve-nous que témoin de Daniel est de moralité mauvaise pour une foi. fois. Voilà. Lis celle-là. Ok. Il va la découvrir. 8 janvier. Ouais, janvier. Ah non, mais tu l'as présélectionné. Un petit peu, mais je vais quand même la lire. Michel Elliot-Marie, dans ses vœux aux membres du bureau du groupe, souhaite que cette nouvelle année nous permette de donner une image de l'amitié et du compagnonnage. Pas évident à Paris, entre Séguin et Tibéri. Cela a commencé à l'automne dernier, quand Tibéri a comparé Séguin à Kim Jong-il, dictateur nord-coréen. Ambiance. Je pourrais faire ça toute ma vie. Pascal, est-ce que tu veux bien faire l'audiobook du livre de Jean-Louis Debré? Tiens, regarde, là, il y en a, tu peux choisir celle que tu veux, là. Je tiens. sais, ouais. C'est Celle-là ou celle-là, ou fais les deux. Vas-y. 4 et 5 octobre. Aux journées parlementaires, à Saint-Jean-de-Luz. Aux journées parlementaires, à Saint-Jean-de-Luz. Ils sont en train de s'étrangler les deux. Elle a tout fait pour que le climat soit... C'est extrêmement dur. Vous avez l'image de Daniel en face, c'est compliqué. Donc, aux journées parlementaires à Saint-Jean-de-Luz, Michel et le mari nous reçoivent dans sa ville. Elle a tout fait pour que le climat soit à l'apaisement. J'y ai veillé comme... Merde. Il y a 3 lignes, je peux les faire. J'ai veillé comme président. J'ai veillé comme président du groupe. Oh putain. Merde. Il est en train de mourir, Ah, mais Daniel. Daniel, il crève là. Balladur est bien accueilli et même applaudi. et même applaudi. Ce n'était pas gagné d'avance. Un moment de calme entre grands chefs, cela fait du bien. Ça valait le coup. C'est insupportable. Je peux pas faire ça avec Daniel qui rigole en face. C'est impossible. Oh putain. Bon. Non, effectivement, ça a l'air extrêmement nul. Ce bouquin me fait hurler de rire tellement. Bon, alors, on va reprendre le podcast. On va reprendre. On va peut-être bientôt dire On va- bonsoir. On va conclure. Alors tu vois, c'est le moment où normalement Non, j'envoie un non, jingle. Donc là, on va faire Non, hop. non, alors. Et là, non, j'envoie un tu sais quoi, jingle. voilà, Allez. oh putain. Alors, on va essayer d'oublier. Ah, mais ça a l'air d'être un gentil gars, quoi. Alors, Pascal, c'est le moment où peut-on te retrouver? Allez, il faut que j'envoie le jingle d'abord. Alors attends, j'envoie le jingle. Hop là. Jingle. Vas-y, jingle. C'est bon. Vas-y, Pascal. Donc, où me retrouver pour ceux Oui, qui où peut-on veulent te me retrouver lire pour mon goût pour Star Wars? Eh bien, écoute, n'hésitez pas à aller sur Twitter, sur @smashingpenguin, SMASHINGPENGUIN. Et sinon, c'est déjà pas mal. J'ai Et- pas Bah, plein d'autres et je crois que tu as recommandations. participé à un je- podcast il y a peu pour parler de Star Wars justement. C'est pas, tu étais chez ABCD, je crois. Ouais, j'étais chez ABCD où j'ai aussi parlé de Star Wars. Je fais que ça en fait. Donc voilà. Donc si vous avez envie Star d'entendre Wars. plus de On Pascal qui m'invite parle de Star de Wars Star Wars, et alors, pas de Jean-Louis entends-moi. Debré, écoutez ABCD. Voilà, c'était chez ABCD, c'est l'épisode d'octobre je crois, et j'ai été invité à l'épisode de Noël qui va sortir incessamment sous peu, donc peut-être en même temps que ce podcast, je ne sais pas encore. Où D'accord. Je vais faire un petit quiz sur les films québécois, entre autres joyeusetés. Toujours ABCD. donc. Machine Penguin.
Toujours ABCD, ouais. @MachinePenguin, donc sans doute le compte Twitter le plus sous-estimé de tout Twitter. Bah, avec Jean-Louis Debré, oui. Merci de le penser. Papa, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben écoute, Super Ciné Battle, parle à mon Luc, sur Gamecult où je dis le plus grand bien des DLC de Resident Evil 7, spoiler non. Mais le jeu est bien. Le jeu est très bien, mais disons que quand t'as le choix entre acheter la version à 50 boules avec les DLC qui servent à rien et le même jeu à 20 balles sans les trucs inutiles, bon, après c'est Ton toi qui article vois. est dispo sur Gamecult. Voilà, mon article est dispo sur Gamecult. Et puis sinon, sur Twitter, @gkpluginbaby, vous démerderez pour épeler ça comme vous voulez. Et sur Sens Critique, plugin papa. Et je crois qu'il y a ton top de l'année sur Gamecult si tu l'as rendu à temps. Alors, je l'ai rendu à temps, j'espère qu'il n'est pas passé à la censure, parce que je fais des révélations sur la sexualité de Yukishiro, et je ne sais pas si c'est ce genre de choses qui seront approuvées en haut lieu, donc c'est suspense. Yukishiro Balou, les photos qui dérangent. Benjamin François, à toi. Alors, sur Twitter, @KWYXZ, sur Sens Critique, sur le même login. Dans Parle à mon Luc, n'est-ce pas, puisque nous avons tous joyeusement souffert en regardant donc Jeanne d'Arc pour cet épisode 2. Et pour l'épisode 3, on va essayer de faire ça un peu plus rapidement, parce qu'il s'est quand même passé 3 mois entre l'épisode 1 et l'épisode 2. C'est un petit peu un rythme pas génial, donc on va essayer d'améliorer ça. Mais bon, là, on peut pas vous dire quand sortira le 3e, parce que on ne sait pas. Et puis c'est à peu près tout. Puis ça va être les vacances, voilà, faut bien qu'on prenne un peu de repos. Après on travaille, on est un peu comme ça. On aura un épisode de fin d'année spécial. Voilà, spécial top évidemment. On va faire un After Eight fin d'année, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Daniel, où peut-on te retrouver? Caméroétique sur Twitter, vous pouvez me retrouver évidemment Super Ciné Battle, Parle à mon Luc, MDR, donc dont on vient de finir la première saison, donc il y a un épisode où on passe en revue le meilleur du pire. Attention, c'est vraiment compliqué à écouter puisque c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. On passe d'une bonne comédie à quelque chose d'affreux, et une bonne comédie, ça va être très compliqué, mais je pense que c'est un podcast assez rigolo à écouter, plus long d'habitude que les MDR habituels. Évidemment, vous pouvez acheter mon bouquin qui est disponible, La Légende Dragon Quest, sur le site de Ferd Edition, mais aussi sur tous les autres Fnac, Amazon, et puis dès que je passe dans une librairie et que je le vois, en général j'essaie de gribouiller quelque chose dedans, donc il y a des numéros collector comme ça. T'as les gens qui viennent le voir, non mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là, arrêtez. Non mais c'est moi l'auteur, oui c'est ça, et moi je suis pas, j'attends ma sœur. Je cherche dans tout le 15e. Des random éditions. Donc La Légende Dragon Quest est disponible partout, et bien entendu sur Gamecult où j'ai donc mon top, mais j'ai aussi testé le jeu de VR de pêche de FF15 si je ne m'abuse, et j'ai aussi le test de Earth Defense Force 5 qui est sans doute le jeu de l'année, et bien évidemment, et je crois que j'ai tout dit, en tout cas de tout ce qui me vient pour l'instant. Vous pouvez évidemment retrouver le podcast After Eight sur after8.fr ou sur vos applis dédiées à écouter des podcasts. Oubliez pas, c'est la période des fêtes, donc rajoutez des petites étoiles à After Eight, ça me fait sur vraiment iTunes plaisir. Et voilà. C'est des petits commentaires, ça aide à faire connaître le podcast et à en parler autour de vous. On espère que vous avez apprécié ce podcast. Je pensais beaucoup plus détruire Star Wars, mais je vois que les forces de l'Empire ont été plus fortes que moi. Et j'ai été surpris moi-même. Voilà, on vous remercie très fort, on vous remercie énormément de nous suivre. Et joyeuse fête. À la joyeuse fête, bonne fête où que vous soyez. Pensez à vos proches, faites-leur des bisous. Et puis à bientôt. Ciao à tous. Ciao, ciao. Salut.
octobre. Déjeuner des bureaux des groupes RPR de l'Assemblée et du Sénat. Édouard Balladur semble satisfait d'être en tête de liste aux élections régionales. Pasqua, mine sombre, évoque l'affaire Papon. Alain Juppé prend sur lui pour s'intéresser de nouveau aux rites de la vie politique. Il me souffle. Heureusement, il y a Bordeaux pour penser à autre chose. Putain, mais c'est quoi ces punchlines, putain? Allez, une version un peu plus longue. 28 octobre. La question qui revient quotidiennement, et me sera sans doute posée jusqu'à la fin de mon mandat, sans probablement jamais vraiment trouver une réponse, est la suivante. Comment s'opposer au gouvernement quand on soutient le président de la République? Comment critiquer le Premier ministre, tout en faisant confiance au chef de l'État? C'est le propre de la cohabitation, de reposer sur une équation politique complexe. Avec un jeu à 3. Le président, une majorité qui n'est pas favorable, et une opposition qui ne peut pas se contenter d'une critique systématique de l'action du gouvernement et du chef de l'État. Avant les questions d'actualité, Séguin, qui vient de déjeuner avec Chirac, n'a pas l'air décontracté lorsqu'il nous rejoint. Je sais même pas pourquoi il rit. Je l'observe pendant la séance. Il est complètement fermé. De méchante humeur. Notre secrétaire général me rapporte plus tard qu'en passant devant elle, Séguin lui a dit « C'est terrible. Pire encore que je ne croyais. Il, entre parenthèses, Chirac, lâche tout. » Je pense qu'ils ont dû parler de l'Europe. Il faut dire que la veille, lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Helmut Kohl, Jacques Chirac a déclaré publiquement que, sans l'euro, il n'y aura pas de bonheur, pas de paix, pas de prospérité. Et que la France et l'Allemagne seront au rendez-vous de l'Europe. Visiblement, cela n'a pas plu à Séguin. Merde. Et, laisse-moi te dire je que... pense sur moi, c'est difficile à C'est un premier entier comme ça. Mis en 3 pendant que je lis. Pascal, t'es le meilleur lecteur de Jean-Louis Debré que je connaisse. Vraiment, t'es le meilleur. C'est tout. Tu sais, c'est vrai que en étant le seul... Est-ce que vous voulez pas qu'il nous fasse des jingles Jean-Louis Debré? Je suis là encore pendant 10 minutes, profitez. De toute façon, je suis pas rentré chez moi tout de suite, on y va. Ah putain.